Eh bien, bonjour à tous. Nous voilà lancés pour le nouveau et dernier débat du cycle de débats Place publique organisé par la ville de Saint-Herblain, le dernier pour cette saison en tout cas. Le thème ce soir, c'est le libéralisme à bout de souffle. On l'a formulé comme ça. Avant de vous en dire un peu plus sur le contenu de ce débat, on est toujours avec nos invités, donc Hélène Bottereau et Christophe Rameau, Oxfam France d'un côté et les économistes atterrés, hein, économistes pariens et aussi association Les économistes atterrés. Et j'allais vous lancer, Christophe, finalement, sur le deuxième faux départ, sur c'est quoi le libéralisme. C'est un peu sec. Je vais plutôt vous demander, c'est quoi les économistes atterrés? Les économistes atterrés, on est né il y a un peu plus de 10 ans maintenant, il y a 10 ans. Mais donc pour le coup, je vais aussi répondre à la question sur le libéralisme, qui est l'idée, si vous voulez, que voilà, il y a 10 ans, vous vous souvenez, il y a eu la crise de 2008, qui elle était une crise endogène, comme on dit, c'est-à-dire interne au capitalisme libéral, néolibéral, justement. Et donc, suite à cette crise, il y a eu des interventions publiques massives euh, pour éviter que l'économie s'effondre, etc. Et de notre point de vue, il fallait le faire, même si dans les modalités, on pouvait discuter. Mais très rapidement en Europe, en particulier, 2 ans après, on a eu un tournant vers l'austérité qui a fait replonger les économies européennes dans la récession. Quand on dit la récession, ça peut paraître comment dire, un peu abstrait, mais en fait, concrètement, hein, ça veut dire le chômage de masse, des besoins insatisfaits, comment dire, de la pauvreté qui augmente. Voilà. En France, mais encore plus dans les pays qui avaient été encore le plus loin, c'est-à-dire les pays d'Europe du Sud, la Grèce. Hein, la Grèce, il faut savoir que 2008. le PIB de la Grèce s'était effondré d'un quart, donc les revenus avaient chuté. Enfin, voilà. Donc, et donc, voilà. Donc, si vous voulez, le diagnostic qu'on avait fait, c'est l'idée que ce qu'avait montré la crise de 2008, vous avez bien compris, c'est difficile de dire qu'elle était liée à un excès de dépenses publiques ou un excès parce que les retraites étaient généreuses. Non, la crise de 2008, elle était liée au, comment dire, au capitalisme financiarisé. Hein, donc ce qu'on appelle nous le capitalisme néolibéral, enfin voilà, moi le capitalisme néolibéral, je le définis toujours de la façon suivante, c'est ces cinq grands, si vous voulez, c'est l'idée de remettre en cause la révolution de notre société. Hein, donc, de remettre en cause la protection sociale, les services publics, le droit du travail, les politiques de partage des revenus, les politiques industrielles, commerciales. Voilà, c'est ça le projet d'ensemble du néolibéralisme. Et, euh, et comment dire, là où il a été le plus loin, en fait, là où il a vraiment réalisé son projet, il a remis en cause les différents piliers de l'État social, mais là où il a vraiment été le plus loin, là où il a changé la donne, en fait, c'est autour de 5 volets. La finance libéralisée, c'est le plus important. D'accord. Donc on a libéralisé la finance à partir des années 80 et ça nous a conduit de bulle en craque en permanence, régulièrement. Bon. Il y a eu le libre-échange, voilà. Il y a eu l'austérité salariale, troisième volet. Quatrième volet, c'est la contre-révolution fiscale, si vous voulez, durant les 30 glorieuses, suite à la crise de 29, les deux guerres mondiales, on avait dit quand même c'est juste que les plus riches, ils payent plus d'impôts, ils ont un taux d'imposition plus élevé. Mais à partir des années 80, on a fait exactement l'inverse. Les riches ont payé de moins en moins d'impôts. Puis en plus, ça, ils font de l'évasion fiscale avec la finance libéralisée. Tout se tient. Hein. Voilà. Et puis, il y a eu la privatisation des entreprises publiques. Voilà. Et alors, si vous voulez, pour dire en 2 mots, la différence entre le libéralisme à l'ancienne et le néolibéralisme, le libéralisme à l'ancienne, si vous voulez, c'est l'idée qu'il y a des lois naturelles, c'est l'idée que. Et donc, il ne faut pas que l'État intervienne. Le néolibéralisme, il modifie un peu la donne en termes économiques. Il vous dit, il a une dimension autoritaire, si vous voulez. Voilà, il a une dimension dirigiste. Hein, il y a l'idée que il faut imposer, il y a l'idée que les bonnes règles concurrentes, les bonnes règles du capitalisme néolibéral, c'est pas naturel, il faut les imposer. Hein, il faut les imposer, y compris par de l'intervention publique. Si vous voulez, l'archétype de la construction néolibérale, c'est les règles européennes, malheureusement. Et je suis pour l'Europe, mais vous avez des traités européens, c'est hallucinant, ça existe dans aucun autre pays au monde. On a failli mettre ça dans une constitution qui vous disent il ne faut pas de politique de relance budgétaire, il faut faire de l'austérité budgétaire, il faut privatiser les services publics autant que faire se peut. La politique monétaire, ça doit être que pour lutter contre l'inflation, ça ne peut pas lutter pour la croissance, l'emploi, etc. Voilà, donc, si vous voulez, vous avez des traités européens qui, jusqu'à l'obsession du détail, vous disent que les libéraux ont raison
en termes économiques et les Keynésiens ont tort. Alors je termine sur un point. Vous savez, moi je suis pour la concurrence. Je pense que la concurrence, elle a du bon. Voilà, pour mettre tout de suite les choses au point. Et ce n'est pas une concession de politesse que je dis. Je pense que la concurrence, ça a du bon. Comme disait le général de Gaulle, ça pousse les gens à se dégourdir. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc ça a du bon. Si vous avez un boulanger s'il n'y a qu'un seul boulanger dans une grande ville, et que, ben c'est bien qu'il y ait plusieurs boulangers. Voilà, si le boulanger fait des mauvais petits croissants, bah vous voyez ce que je veux dire, il va être obligé de faire un autre métier. Donc, moi, je suis pour la concurrence, je suis pour l'initiative privée. Par contre, je considère, et c'est ça qui nous sépare des libéraux, en fait, des libéraux ou des néolibéraux, je considère que l'intérêt général n'est pas réductible au jeu des intérêts particuliers. La société, elle a une consistance propre. Voilà. Elle résulte en partie du jeu des intérêts particuliers. Hein. Voilà, quand on a supprimé. Le XXe siècle nous montre que quand on a essayé de se passer de l'initiative privée, de la concurrence, ça nous conduisait globalement à des catastrophes. Vous voyez ce que je veux dire? Très bien, ça c'est le bilan du XXe siècle. Mais donc, voilà, moi je suis pour qu'il y ait de la concurrence, de l'initiative privée. Après, on peut discuter les formes, hein, parce que, vous voyez ce que je veux dire? Les grandes entreprises capitalistes qui généralement aiment bien le monopole, ça faut remettre ça en cause. Et je suis pour de l'intervention publique. Voilà. Et donc, les économistes atterrés, c'est des économistes atterrés et un peu en colère, j'entends aussi, hein, qui ont décidé de se réunir pour faire quoi ensemble? D'abord, pour dire que la responsabilité de nos maux, de nos problèmes, ce n'était pas les services publics, même si parfois les services publics, moi je suis pour balayer devant ma porte, hein. Parfois les services publics, ça fonctionne mal, d'accord? Et donc il faut que ça fonctionne bien, c'est un vrai défi, c'est un vrai enjeu, pareil pour la protection sociale, etc. Mais voilà, et donc l'idée c'est de dire que le discours dominant qu'on entend à longueur de journée sur les ondes et sur les chaînes, eh bien, ce discours-là, ce n'est pas le seul discours qui existe en économie. Il y a des économistes libéraux, et c'est parfaitement respectable, mais il y a des économistes qui ne le sont pas, qui sont des économistes notamment keynésiens, hein, c'est-à-dire qui pensent qu'il y a besoin d'intervention publique pour porter ce que je vous disais tout à l'heure. Hein, il y a l'idée, si vous voulez, que le marché, ça du bon, mais si on laisse le marché à lui-même, rien ne garantit d'abord que tout le monde est en emploi. On peut se trouver dans des situations où il y a plein de besoins insatisfaits. Ben, on est en plein dedans en ce moment, hein, depuis de longues années. Il y a plein de besoins insatisfaits. Hein, manger mieux, vous allez y revenir tout à l'heure. Voilà, produire mieux. Les défis écologiques. Hein, pour répondre sérieusement aux défis écologiques, ben, il y a besoin de faire plein d'activités. La rénovation thermique du bâti, etc. Il y a, voilà, la bascule vers l'électricité non carbonée. Voilà, donc il y a plein de besoins insatisfaits. Il y a plein de gens qui sont sans emploi, qui aimeraient bien travailler pour satisfaire ces besoins. Et on a un système qui n'arrive pas à accorder les bleus. Voilà. Le capitalisme libéral, néolibéral, le plein emploi, historiquement, on le sait depuis longtemps, il ne parvient pas à satisfaire ça. Mais il y a d'autres domaines, services publics, protection sociale, la santé, quand c'est pris en charge par le privé, c'est plus coûteux, ça coûte plus cher, c'est plus inégalitaire. Merci Christophe. Hélène Bottereau, est-ce que à l'ONG Oxfam, que vous pourriez peut-être nous présenter aussi rapidement, on a théorisé le libéralisme, puisque l'ONG a comme visée de la lutte contre les inégalités et la pauvreté. Est-ce qu'il y a dans Oxfam une production d'études et d'analyses sur le système qui produit ces inégalités? Bonjour, donc je vais présenter Oxfam en effet. Nous, Oxfam, on est une ONG de développement qui fait partie d'une confédération internationale. On existe en France depuis 1988. On fait partie d'un très grand réseau de plus de 100 000 personnes qui sont engagées. On a 19 membres d'Oxfam et nous, notre vision en France, c'est celle d'un monde plus juste où on met en œuvre des solutions durables pour lutter contre les inégalités et la pauvreté. Donc vraiment ce dont on vient de parler et qui est au cœur justement de ce modèle économique capitaliste néolibéral. Alors, est-ce qu'on a théorisé le néolibéralisme oui et non. En fait, on produit en effet des études pour bénéficier à notre argumentaire de plaidoyer, à notre argumentaire de campagne de mobilisation citoyenne. Et en effet, on travaille sur les questions de justice fiscale, d'inégalité, mais aussi sur les questions climatiques, les questions voilà, d'accès à l'alimentation et d'accès aux droits, tout simplement, puisque c'est vraiment ce qui est au cœur de notre mandat, les droits humains.
On a une économiste qui était voilà, à Oxfam en Grande-Bretagne, qui, elle, a théorisé justement une théorie économique qui pourrait être une solution justement à ces failles de ce modèle économique, qui s'appelle la théorie du donut. Voilà, elle s'appelle Le donut comme la le pâtisserie donut américaine. comme le gâteau, donc un cercle de pâte avec un trou au milieu, voilà. Et Ok. donc le trou au milieu représente justement un socle social, c'est-à-dire quand on se situe dans ce trou, c'est qu'on n'a pas accès aux droits humains essentiels, donc la santé, l'éducation, le droit à l'alimentation. Donc c'est ce socle social qui doit permettre justement à toutes les personnes de pouvoir vivre dignement. D'accord. Donc il y a la limite intérieure du donut C'est dont vous ça. venez de parler, et maintenant il y a la limite extérieure. Et la limite extérieure, c'est ce qu'on appelle le plafond environnemental, c'est-à-dire c'est les limites terrestres de notre planète, puisque voilà, c'est les limites à ne pas dépasser pour que, bon, voilà, on en parle beaucoup, hein, les limites qui sont principalement dues voilà, à l'extinction de la biodiversité, au réchauffement climatique. Et en fait, du coup, ça fait vraiment, ça résonne vraiment avec ce que disait Christophe Rameau tout à l'heure, c'est-à-dire que moi, je l'aborde plus du point de vue de l'alimentation et de la faim dans le monde, parce que notre système agricole et alimentaire, c'est vraiment symptomatique des failles de notre modèle économique, qui est de plus en plus inégalitaire, qui est vraiment profondément inégalitaire, Alors, et qui, pourquoi est-ce que vous choisissez cet exemple en particulier de l'agriculture et l'alimentation mondiale? ouais. Bah alors déjà parce que c'est mon domaine, donc je Voilà. vais être plus à l'aise pour en parler, c'est sûr. Et ensuite parce qu'on peut faire quand même beaucoup de parallèles, c'est-à-dire que les enjeux de pauvreté, de faim et d'inégalité sont vraiment très liés. Euh, En fait, notre système agricole et alimentaire aujourd'hui il se confronte vraiment à deux enjeux de taille, c'est-à-dire donc garantir ce socle social dont on vient de parler, c'est-à-dire que tous les humains, tous les acteurs de ce système agricole et alimentaire aient des droits humains garantis, donc ceux qui produisent les aliments, bien sûr, et pour qu'ils bénéficient d'un revenu décent, de conditions de travail, mais aussi que tous les citoyens puissent accéder à une alimentation saine, de qualité, durable, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, hein, puisqu'on a environ 2 milliards de personnes qui sont en situation d'insécurité alimentaire, c'est-à-dire qui n'ont soit pas suffisamment de nourriture ou alors pas de bonne qualité. Et voilà. Et l'autre enjeu de taille, c'est de ne pas dépasser le plafond environnemental, c'est-à-dire que bah, la production de notre alimentation ne se fasse pas au péril de la planète, mais se fasse d'une façon durable pour le vivant. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que au fur et à mesure des années, notre système agricole et alimentaire est de plus en plus concentré économiquement, donc entre les mains d'un tout petit nombre d'acteurs qui va détenir les richesses et le pouvoir. Et que du coup, ceux qui sont le moins responsables de toutes les crises, donc la crise climatique, mais aussi voilà, les différentes crises économiques, sont ceux qui le subissent de plein fouet. Et donc, paradoxalement, ceux qui nous nourrissent sont aussi Hmm. ceux qui vont souffrir de la faim. Et Christophe Rameau parlait tout à l'heure de la crise de 2008. Ça fait aussi écho aux enjeux de l'alimentation, puisque la dernière grosse crise alimentaire, voilà, si vous vous souvenez bien, qui avait donné lieu à ce qu'on a appelé à l'époque les émeutes de la faim, était exactement au même moment, donc en 2007-2008. Mhm. Donc vraiment beaucoup de ponts, et c'est vrai que voilà, c'est symptomatique de ce qu'on peut voir sur plein d'aspects, hein, sur le libre-échange, la finance Hmm. libéralisée. On peut relier ça avec l'agriculture et l'alimentation. Hmm. Hmm. Je disais en intro, le libéralisme a encore ses partisans hein, qui lui prêtent encore des vertus de stabilité. Un système qui a 200 ans et à qui on attribue en fait beaucoup de bénéfices de nos sociétés, l'augmentation de la durée de vie, des guerres non déclarées, une stabilité économique. Vous, que ce soit vous, Hélène, à Oxfam, dans ce que vous constatez sur le terrain, ou vous, Christophe, en tant qu'économiste, qu'est-ce que vous reconnaissez de valeur à ce système-là, finalement euh, peut-être qui nous permettrait aussi de mieux comprendre les critiques dont vous êtes les porteurs. Christophe?
Ah oui, votre micro, le micro. Ouais. Voilà. Comment dire, si vous voulez, le libéralisme, vous avez dit, hein, il a plus de 2 siècles, là, bon. Comment dire, à la fin du 19e siècle, de façon très laborieuse, très pragmatique, les sociétés étaient arrivées à la conclusion que, voilà, que le libéralisme économique, ça ne fonctionnait pas. Il faut savoir que durant tout le 19e siècle, à la fin du 19e notamment, il y a eu des dépressions, il y a eu une dépression économique terrible, des années 1880, 1890. Et puis durant tout le 19e siècle, il y a un grand débat qui agite les sociétés, c'est le paupérisme. C'est-à-dire le fait que là, il y a de la croissance, vous voyez ce que je veux dire, mais le niveau de vie de la plupart des gens n'augmente pas, voilà, donc la misère reste là, etc. Et donc, si vous voulez, dès la fin du 19e, en fait, on se dit, bon, ben voilà, il y a besoin, à minima, non pas de supprimer l'initiative privée. Certains ont proposé de supprimer l'initiative privée, bon, très bien, mais voilà, il y a besoin d'intervention publique pour porter des missions d'intérêt général. Et donc, voilà, ce qu'on s'aperçoit là, c'est que, si vous voulez, le bilan, il est, de mon point de vue, sans appel. Hein, c'est, regardez, durant les 30 Glorieuses, on n'avait pas fermé les banques. Moi, les banques, c'est très, très utile, on pourrait revenir dans le débat. Mais on avait fait ce qu'on appelle de la répression financière. C'est-à-dire qu'on avait dit, la banque, la finance, c'est tellement important qu'il faut que ça soit réglementé, etc. Il faut qu'il y ait des règles extrêmement strictes pour éviter des logiques spéculatives, notamment. D'accord ? Pendant 30 ans, on n'a connu aucune bulle, aucun crack. Voilà. Et vous avez bien compris, c'était les 30 Glorieuses, on s'en est pas plus mal porté. Début des années 80, on libéralise tout ça, alors à la fois pour des raisons idéologiques, c'est la victoire intellectuelle, si vous voulez, des partisans du libéralisme, puis il y a des intérêts bien compris, hein, quand même. Vous voyez ce que je veux dire ? On n'est pas simplement dans le vague débat d'idées, d'accord ? Hein, il y a des intérêts bien compris, hein, c'est-à-dire les intérêts des plus riches, des puissants, peu importe les termes qu'on utilise, hein, qui ont dit, ah, mais ça serait merveilleux de libéraliser la finance. Et résultat des courses, on connaît le résultat, c'est-à-dire que le creusement effroyable des inégalités, d'accord ? L'idée, si vous voulez, au cœur des thèses libérales, il y a l'idée que les inégalités, c'est peut-être pas bien, mais c'est utile. Hein, parce que les riches, ils vont faire plein de profits, et ces profits, ils vont les réinvestir, et ça va permettre de créer des emplois, etc. Mais c'est pas ce qui s'est passé. Hein, ce qui s'est passé, c'est que effectivement, il y a eu un creusement phénoménal des inégalités, mais comment dire, je vais y revenir après sur ces inégalités qui sont insoutenables, proprement. Je vais y revenir parce que c'est très important, à mon avis, d'un point de vue politique. Mais voilà, et l'investissement, il a eu tendance, le taux d'investissement, le rythme d'investissement, il a eu plutôt tendance à fléchir. D'accord ? Donc voilà, donc on ne peut pas dire que ce système soit performant. Un petit mot sur les inégalités, peut-être, et puis pour faire un pas de côté avec la sphère du politique. Si vous voulez, ce sur quoi je travaille en ce moment, c'est l'idée suivante. En matière politique, on est tous d'accord, quasiment tous, pour dire que c'est bien de vivre en démocratie ou en république. Vous voyez ce que je veux dire ? D'accord ? Même pendant longtemps, il y en avait qui à l'extrême droite, qui étaient contre la démocratie, qui étaient pour le retour du roi, ou je ne sais quoi, etc., même à droite. Vous voyez ce que je veux dire ? Pendant un temps, à l'extrême gauche, dans les ultra-gauches, il y en avait qui disaient, ouais, la démocratie, c'est une démocratie bourgeoise. Bon, maintenant, tout le monde se présente aux élections, de l'extrême droite à l'extrême gauche. Vous voyez ce que je veux dire ? Tout le monde est... Alors après, il y a plein de discussions extrêmement vives sur, oui, la démocratie fonctionne mal, il faut passer à une 6e république, et ça. Plein de débats légitimes, hein, de mon point de vue, c'est pas le problème. Mais si vous voulez, il y a un socle d'accord commun sur l'idée que nos sociétés doivent être démocratiques, républicaines, peu importe les termes qu'on utilise ici. Eh bien, je pense que la raison pour laquelle nous souffrons, la raison de notre désarroi, c'est qu'on a le sentiment qu'il y a une sphère, qui n'est pas n'importe laquelle quand même, qui est importante, c'est la sphère de l'économie, qui échappe largement à ce socle d'accord. Vous voyez ce que je veux dire ? Ouais. Et donc c'est insoutenable. C'est insoutenable, d'où, par exemple, le creusement, il n'est pas acceptable, en particulier pour des gens qui travaillent dur. Hein, et il ne faut pas oublier que près de la moitié des gens qui travaillent dans ce pays sont ouvriers ou employés. D'accord ? Les cadres, c'est que 20% des gens. Et dans les cadres, d'ailleurs, on met tous les professeurs du secondaire, d'accord ? Du supérieur, mais aussi du secondaire. Donc,
tous les cadres ne sont pas les cadres dirigeants très très bien payés. D'accord ? Mais peu importe, les cadres, c'est que 20% des gens qui travaillent. Près de la moitié des gens sont ouvriers ou employés. Puis vous avez 25% des gens, c'est les professions intermédiaires, c'est les techniciens, c'est les infirmières dont on a vu récemment, vous voyez ce que je veux dire, qui ne sont pas non plus très très bien payés. D'accord ? Bon, c'est insoutenable pour tous ces gens qui travaillent et pour ceux qui malheureusement n'ont pas d'emploi, de voir qu'il y a des gens qui accumulent mais des centaines de milliers d'euros par mois, voire pour certains d'entre eux par semaine. Enfin, c'est insoutenable. Et qui en plus de ça ne payent pas d'impôts. Ces gens-là font sécession. Ouais. C'est ce qu'on appelle la sécession des riches. Et donc, voilà, c'est ça le capitalisme néolibéral. D'accord ? Et on pense, nous, aux économistes atterrés, que ça, ce n'est plus possible. La crise du Covid a montré que, vous voyez ce que je veux dire, heureusement que l'État est là. Hein. Alors justement, vous dites dans votre livre, heureusement que l'État est là. S'il n'y avait pas eu l'État, l'économie se serait littéralement effondrée, les entreprises privées avec. Donc l'État, je termine sur une phrase, l'État peut beaucoup. Mais justement, je vous relance, n'ayez pas peur, je ne vous coupe pas. Mais Hélène, je vous passerai la parole après, mais justement, vous dites dans votre livre qui s'appelle L'État social que finalement, on ne vit pas dans une société néolibérale pure et que la solution est là sous nos yeux, c'est l'État social avec les piliers dont vous avez parlé tout à l'heure et qu'ils sont bel et bien là. Tout à fait, c'est-à-dire que, la raison pour laquelle nous souffrons, c'est que nous n'assumons pas pleinement le fait, en fait, on vit dans une économie mixte. Vous savez quoi ? Alors ça, les libéraux, s'il y en a dans la salle, ils vont tout noter puis ils vont reprendre ça comme argument. Mais c'est de bonne guerre. Quand vous faites l'addition de toutes les prestations, ce qu'on appelle des prestations sociales en espèces, c'est-à-dire les retraites, c'est d'abord les retraites, 340 milliards. Le RSA, c'est que 12 milliards, vous voyez ce que je veux dire. Quand on pense prestations sociales, on pense toujours le RSA qui coûte cher. Non, le RSA, c'est 12 milliards, ça fait des millions de personnes. Les retraites, et c'est très bien comme ça, de mon point de vue, c'est 340 milliards. Bon, quand vous faites la somme de tout ce qu'on appelle les prestations sociales en espèces, c'est-à-dire que vous pouvez les utiliser comme vous voulez. Donc les allocations chômage, aussi les allocations familiales. Plus ce qu'on appelle des transferts sociaux en nature, peu importe, c'est-à-dire la consommation de soins. D'accord ? Les médicaments remboursés, les consultations de médecine libérale remboursées, l'hôpital public. Et puis vous ajoutez, y compris, parce qu'on peut c'est un autre débat, mais c'est pour ça que le PIB, de mon point de vue, est un superbe indicateur que je défends. Si vous ajoutez, y compris la consommation d'éducation, parce que l'éducation, c'est quand vos enfants vont à l'école, ils ne sortent pas leur carte bleue, vous ne sortez pas leur carte bleue pour les accompagner à l'école. Mais ce n'est pas gratuit, hein. Il faut bien le payer, c'est payé par l'impôt. Bon, bref, quand vous additionnez tout ça, vous savez quoi ? C'est supérieur à la somme de tous les revenus directs du travail, c'est-à-dire la somme des salaires nets que touchent les gens, et 90% des gens qui travaillent sont salariés, et y compris si on met tous les revenus des entrepreneurs individuels, et les agriculteurs, les artisans, les commerçants. Nous vivons dans des sociétés où la socialisation, elle est très importante, et c'est très utile. D'accord ? C'est très très utile. On pourrait, vous savez, je préférais qu'il y ait moins d'allocations chômage, et pas parce que les droits des chômeurs auraient été réduits, parce qu'il y aurait moins de chômeurs. Je serais pour qu'il y ait moins de RSA distribué, non pas parce qu'on aurait baissé le niveau du RSA, je suis pour l'augmenter, mais parce qu'il y aurait moins de pauvres. D'accord ? Donc il y a certaines prestations sociales, je pense que ça serait bien qu'elles baissent. D'accord ? Mais là aujourd'hui, elles sont utiles. Bon, et donc voilà, la raison pour laquelle nous souffrons aussi, c'est que nous n'assumons pas le fait que nous vivons dans des économies où il y a besoin de services publics. Qui fonctionnent bien, où il y a besoin de prestations sociales, où il y a besoin de droit du travail pour protéger les travailleurs, où il y a besoin de politique commerciale qu'il faut réhabiliter, de politique industrielle. Voilà, nous n'assumons pas ça. Voilà, et donc, je pense que c'est ça qu'il convient de réhabiliter en sachant toujours nettoyer devant sa porte. Il faut que ça fonctionne bien. Hélène, vous vivez en France, mais vous traitez des dossiers qui sont internationaux à Oxfam. Est-ce que vous avez l'impression que la France est préservée des effets néfastes du libéralisme au regard, évidemment, des exemples dont vous êtes témoin dans votre travail à Oxfam dans les autres pays ? Est-ce qu'elle est préservée ? Non, elle fait partie d'un système qui est quand même global. Si on veut un peu plus se pencher justement sur ce dont je parlais, de la concentration, notamment dans les chaînes de valeur alimentaire, et voilà, ce qui est symptomatique de ce modèle économique. Si on regarde notre système agricole et alimentaire, on remarque qu'il y a 3 conglomérats qui contrôlent 60% des ventes de semences, produits agrochimiques.
qu'il y a 4 sociétés qui réalisent à peu près 70% du commerce mondial de produits agricoles comme le blé, le maïs, etc. Et 1% des exploitations agricoles du monde qui contrôlent plus de 70% des terres. Donc c'est extrêmement concentré, extrêmement inégalitaire, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Mais en fait, en France, on a quelque chose de très similaire. C'est à une plus petite échelle parce que c'est au niveau de la France, mais c'est très similaire. On est environ 68 millions et quelques de consommateurs. Ouais. On a 6 enseignes de distribution qui se partagent 90% du marché français. À peu près 35 entreprises d'agroalimentaire qui se partagent 60% 350 entreprises agroalimentaires qui se partagent 60% du marché français. Et au bout, on a quand même 450 000 agriculteurs et agricultrices qui, eux, ont du mal à boucler leur fin de mois, pour qui c'est extrêmement difficile de vivre de leur activité. Donc c'est qu'il y a quand même un problème structurel dans le système, et que en effet, enfin voilà, la France n'est pas exempte de ces failles. Et les pays qui pour vous sont les plus exposés à cette disparition de l'État oui, et qui sont les plus exposés à cette libéralisation extrême, pour vous, c'est quel pays dans les domaines que vous traitez, c'est-à-dire l'agriculture et l'alimentation? C'est difficile à dire parce qu'en plus, quand on traite de l'alimentation et des systèmes agricoles et alimentaires, il faut prendre en compte toutes les crises. C'est-à-dire que, voilà, en effet, le capitalisme néolibéral a bon dos et est responsable en partie de la faim, mais on a aussi des conflits qui sont responsables en très très grande partie de l'insécurité alimentaire dans certains pays, les changements climatiques et voilà, et d'autres chocs structurels. Donc c'est compliqué à dire. Après, voilà, il y a des pays qui sont très fortement dépendants des importations, pour qui les chocs économiques vont avoir vraiment des répercussions très fortes. Et on a aussi voilà, des pays où le lien social est fortement dégradé au sein des États, et où l'agriculture bénéficie de beaucoup moins de soutien public, alors que on sait que c'est nécessaire. Les États sont engagés voilà, dans la plupart des régions du monde. Quand dans les régions d'Afrique, enfin en Afrique, la plupart des États sont engagés via un accord en 2003 à consacrer 10% de leur PIB à l'agriculture. Voilà, on voit que il y a beaucoup d'endroits dans lesquels, en tout cas, le capitalisme néolibéral a un impact très très fort. Voilà, il n'y a pas une réponse blanche ou noire, désolé. Non, bien sûr, c'était dans les différentes nuances de gris, des exemples des pays sur lesquels vous travaillez. Alors, vous avez parlé tous les deux, là, plusieurs fois en moins de 10 minutes, de ce capitalisme néolibéral. Et puis, justement, il y a une question dans le chat qui dit s'il est tabou, est-ce qu'il y a un capitalisme post-libéral ou autre que libéral qui pourrait être construit? Est-ce qu'il existe déjà plus ou moins en France? Qui l'incarne? Christophe, qu'est-ce que vous en pensez? Si vous voulez, la question qui se pose, si vous voulez, c'est quelle place on laisse au capital, en fait. C'est ça la question, pour aller d'emblée au vif du sujet. Et moi, mon point de vue, c'est que je suis pas opposé au fait de laisser une place au capital. Voilà, la question qui se pose, c'est quelle place. C'est quelle place? Parce que pourquoi laisser une place au capital? Thomas Piketty, y compris, je suis d'accord avec lui sur ce point, comme sur d'autres d'ailleurs. Dans son dernier ouvrage, il souligne, si vous voulez, tout le monde n'a pas envie de créer une entreprise. Et c'est pas, vous voyez ce que je veux dire, c'est pas une marque de, voilà, voilà, bon. Et donc, si vous voulez, qu'il y ait des individus, voilà, tout le monde a des projets différents dans la vie, etc. Voilà, donc, qu'il y en ait qui ont un esprit un peu d'entreprise, d'entrepreneur, etc., qui embauchent des salariés. Bon, le fait que, voilà, le créateur de cette entreprise, à un moment donné, vous voyez ce que je veux dire, qu'il ait une maîtrise un peu sur son entreprise, que ça me choque pas, vous voyez ce que je veux dire. Bon, la question qui se pose, c'est le gros problème, en fait. C'est pas ça, c'est pas les PME, c'est pas les petites entreprises qui sont, de mon point de vue, utiles, même si je suis pour m'inspirer du modèle allemand ou suédois sur ce point. C'est-à-dire qu'en Allemagne,
dans les grandes entreprises de plus de 2000 salariés, les salariés ont la moitié des voix au conseil de surveillance. Et puis dans les entreprises plus petites, ils ont un tiers des voix. En Suède, ils ont un tiers des voix, si mes souvenirs sont bons, jusqu'à y compris les toutes petites entreprises. D'accord. Donc c'est l'idée d'associer les travailleurs pour que, si vous voulez, pour sortir d'une logique, parce que faut sortir d'une logique où l'entreprise, ça peut être synonyme d'abord pour les grandes entreprises. C'est très important encore les grandes entreprises, hein, contrairement à l'image qu'on a en tête, sur laquelle maintenant on vit tous dans des PME, small is beautiful. Non, les grandes entreprises de plus de 5000 salariés, c'est 30% de l'emploi hors fonction publique. Hein, vous voyez ce que je veux dire. Donc, voilà, c'est énorme. Et ensuite, vous avez toutes les entreprises de taille intermédiaire, hein, entre 250 et 5000 salariés, c'est plus de 20% des emplois. Donc tout ça, ça fait plus de la moitié. Et souvent, ces entreprises de taille intermédiaire, elles sont en situation de sous-traitance avec des grands groupes. Bon, il faut que ces entreprises de taille intermédiaire et ces grands groupes, il faut que, surtout les grandes entreprises, parce que c'est surtout elles qui sont concernées, elles cessent d'être soumises à la dictature des actionnaires qui, généralement, connaissent rien à l'entreprise. Hein. Ils ont des participations de 1% pour pouvoir vendre à tout moment. Et puis, par ailleurs, il faut sortir de logique autocratique aussi, qui peuvent exister là, dans des PME. D'accord. C'est qu'une entreprise qui fonctionne bien, c'est une entreprise où on se sent bien, c'est important le travail. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un défi pour les syndicalistes aujourd'hui, y compris. Hein. C'est de ne pas apparaître simplement comme les grincheux, parce que les jeunes, notamment, et pas simplement les jeunes, le travail c'est important dans la vie, donc on a envie de se sentir bien dans sa boîte. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, et pour se sentir bien dans ça. Et c'est quand on se sent bien qu'on travaille bien. D'accord? Donc, il y a un enjeu de transformer les entreprises. Ça ne veut pas dire supprimer l'initiative privée, hein, mais donc il faut transformer le fonctionnement des entreprises privées. Après, il y a plein d'autres formes d'entreprises. Hein, peut-être que Hélène connaît mieux que moi, y compris des entreprises associatives, coopératives, tout ce qu'on appelle le tiers secteur, qui n'est pas capitaliste, mais ce n'est pas l'État. Hein, moi, je suis pour que la société respire, vous voyez ce que je veux dire. Et puis, il y a le secteur public. Le secteur public, c'est pas la même chose, c'est des missions d'intérêt général, etc. Alors, la frontière entre tout ça, vous voyez ce que je veux dire, elle n'est pas étanche, hein, mais voilà, moi, je considère que l'eau, par exemple, pour moi, ça doit relever du public, même si on peut discuter après de délégation, tout ça. Enfin, généralement, c'est coûteux quand on délègue au privé capitaliste. Voilà, mais voilà, donc il y a le secteur public qui porte la part de l'intérêt général qui n'est pas réductible aux jeux des intérêts particuliers. Il y a un secteur capitaliste, voilà, mais qu'il faut transformer, surtout pour les grandes entreprises, dont certaines, de mon point de vue, doivent être nationalisées. Je n'ai pas peur du mot, de revenir à ça, très bien. Et puis, il y a tout le tiers secteur, le secteur des biens communs, etc., qui est un secteur aussi tout à fait important. Je pense que, voilà. Donc, dans la question d'une évolution d'un capitalisme post-libéral, vous dites que la toute première question, c'est quelle place on donne au capital par opposition à la place qu'on donne dans l'économie aux revenus produits par le travail. C'est ça? Pour répondre à l'internaute, c'est simple. Hein. Ce n'est pas au capital de primer. Ce qui prime, c'est la démocratie. D'accord? Ce qui prime, ce qui doit primer, c'est la démocratie. C'est le pouvoir des citoyens. D'accord? Hein, on a fait une révolution pour ça, et ça vaut dans les autres pays, même si on n'a pas fait de révolution sous la même forme. C'est l'idée qu'on est tous sur un pied d'égalité. On ne compte que pour rien. D'accord? Qu'on soit riche ou pauvre, qu'on soit à bac plus 10 ou à bac moins 5, eh bien, on ne compte que pour un. C'est comme ça. Ouais. Attention les prétentieux. D'accord? Et chacun ne comptant que pour un, on élit des représentants qui font la loi et qui s'appliquent à tous. C'est comme ça. D'accord? Et tout le monde l'accepte, tant qu'on vit en démocratie. D'accord? Tout le monde l'accepte parce qu'on fait passer quelque part son appartenance à la société, y compris avant ses convictions propres. Donc, ce qui doit primer, ça, c'est merveilleux comme système. Cette invention de la démocratie, c'est merveilleux. Eh bien, c'est ça qui doit primer, c'est pas le capital. Donc, moi, je ne suis pas pour supprimer le capital, mais ceux qui disent c'est le capital qui doit primer, et les penseurs libéraux, Hayek, etc., souvent, ils sont très circonspects sur la démocratie politique. Ils vous disent, si la démocratie politique prime, c'est plus le marché, c'est un problème. Et donc, ils sont souvent contre la démocratie politique, vous voyez ce que je veux dire? Ou du moins, ils sont pour une démocratie très limitée. Hein. Moi, c'est pas mon point de vue. Alors, est-ce que, Hélène, vous saisissez la perche tendue par Christophe sur les modèles d'entreprise qu'on pourrait encourager pour contrer les effets néfastes de ce libéralisme? Votre micro.
Oui, désolée. Du coup, je vais même saisir la perche un peu en amont quand Christophe parlait justement du poids du capital dans les entreprises et de la nécessité de réformer notamment la gouvernance des entreprises, etc. Nous, on a regardé justement cette année la structure de la rémunération des PDG du CAC 40 sur l'année 2019 pour regarder comment ces PDG étaient rémunérés et qu'est-ce qui rentrait en jeu dans cette rémunération. Et en fait, ce qu'on a vu, c'est que 67% de la rémunération des PDG, elle est liée à des résultats financiers vraiment de court terme de l'entreprise. C'est-à-dire que c'est lié à privilégier du résultat financier au détriment d'objectifs environnementaux et sociaux. Par exemple, pour l'entreprise Total, c'est 2% de la rémunération du PDG de Total qui est adossée à des performances de réduction des émissions de CO2 dans l'entreprise, alors que c'est une des entreprises françaises les plus polluantes. Donc on a vraiment un problème aussi structurel à la manière dont sont constituées ces entreprises. Nous, on travaille aussi vraiment beaucoup sur... il y a un nouveau projet de loi qui va être développé dans l'Union européenne pour travailler justement sur la gouvernance des entreprises, le devoir de vigilance et pour pouvoir garantir justement les droits humains et les droits environnementaux. Donc, c'est vraiment très important. Et alors, sur les modèles d'entreprise, donc moi, c'est pas mon domaine d'expertise, donc je vais pas m'aventurer sur vraiment des modèles d'entreprise, puisque je suis plutôt spécialisée sur les questions agricoles, mais c'est vrai que sur les questions Mais agricoles, la structure coopérative alors qui la structure coopérative, c'est quelque chose d'un est peu... intégrée aujourd'hui en informatique. Oui, mais la structure coopérative dans l'agriculture notamment, et c'est ça qui est assez paradoxal, c'est pas forcément un modèle tel qu'on l'entend qui est bon. En effet, sur la structure, voilà, c'est une meilleure participation des agriculteurs dans le système de gouvernance, mais ça ne veut pas forcément dire quelque chose sur la manière dont la coopérative se place dans la société. C'est-à-dire que par exemple, si on prend la filière laitière, parmi les plus grosses entreprises laitières européennes, dans les 10 plus grosses entreprises laitières européennes, la moitié sont des coopératives. Ouais. Et elles peuvent avoir des pratiques commerciales tout à fait déloyales avec des fournisseurs. Elles ont aussi, nous, on le voit parce qu'on étudie notamment la filière laitière en Afrique de l'Ouest et l'impact de la filière européenne sur cette filière laitière d'Afrique de l'Ouest. Et voilà, on assiste vraiment à des pratiques commerciales elle n'aime pas ce mot, mais on peut l'appeler comme ça, de dumping d'excédents de poudre de lait qui sont en plus réengraissés à l'huile de palme, etc. Donc voilà, il y a quand même des enjeux au-delà du modèle d'entreprise et de la manière dont il est constitué. Il y a aussi, même si je suis d'accord avec ce que dit Christophe Rameau sur la taille d'entreprise, il y a aussi un enjeu là pour le coup de taille et plus certainement de vision. Et du coup, je pense que ça rejoint vraiment ce que je disais au début sur ce qu'a développé l'économiste Kate Raworth, qui a développé cette théorie du donut, que voilà, de revenir à un système circulaire plutôt que linéaire. Et c'est vraiment très important. Enfin, ça fait très longtemps qu'on parle d'économie circulaire, mais elle, ce qu'elle montre en plus, c'est vraiment ces limites environnementales. Et ce qui est très intéressant, et ce que disait Christophe sur l'historique de ces courants de pensée. En fait, au XXe siècle, on n'avait pas encore peut-être cette conceptualisation de limites environnementales, de ce qu'on a dépassé. Et donc, voilà, c'est aussi pour ça il faut dépasser ce modèle qui a atteint des limites et qui est obsolète sur plein d'aspects parce qu'on a maintenant des connaissances scientifiques qui aussi nous permettent de dire qu'on est allé trop loin et qu'on doit adopter une transition qui doit être radicale. En tout cas, sur ce que je connais et sur l'alimentation, c'est certain qu'on doit avoir une transition radicale. D'accord. Alors, vous venez de citer l'économiste Kate Raworth. Il y a dans le chat deux questions. On teste vos connaissances en mode Trivial Poursuite. C'est Geoffroy qui propose ces questions. Vous les avez peut-être vues. Est-ce que vous connaissez les solutions de Bernard Friot ou les réflexions de Nancy Fraser?
Alors, je crois que Bernard Friot, je ne connaissais pas, je suis allé voir, c'est plutôt catégorie sociologue. Et Nancy Fraser, plutôt philosophe, voilà, une critique, une théoricienne politique. Est-ce que Christophe, Hélène, ça vous dit quelque chose? Déjà sur Bernard Friot, oui, ça me dit beaucoup de choses, parce que c'est quelqu'un que je connais bien, que j'apprécie, c'est quelqu'un comment dire, de tout à fait humainement appréciable, c'est déjà pas mal. Bon, bref, D'accord. d'ailleurs, sur sa pensée, je pense que c'est quelqu'un qui a beaucoup apporté, notamment, c'est lui qui a théorisé il y a pas mal de temps maintenant l'idée que la cotisation sociale, c'était quelque chose de très important. Voilà, il avait sorti un bouquin qui a très bien marché, il avait osé appeler ça « Et la cotisation sociale créera l'emploi ». Vous voyez ce que je veux dire? Un titre de bouquin, hein, et qui était un remarquable bouquin, etc. Bon, ceci étant, je ne suis pas d'accord avec ce que raconte aujourd'hui Bernard Friot pour la raison suivante, c'est que je Est-ce que pense vous pouvez nous dire juste, c'est dur, mais en 5 phrases, quel est le contenu de sa pensée? Quel est son message par rapport à notre débat? son message, oui, c'est ce que je voulais vous dire, c'est qu'en fait, voilà, son message, c'est de dire que, mais pour bien comprendre ce message, voilà, si vous voulez, je pense que Bernard Friot, il vient du marxisme, enfin, il se réclame toujours du marxisme, qui est tout à fait noble de mon point de vue, il n'y a pas de souci là-dessus, mais comment dire, moi je suis plutôt marxo-keynésien, très keynésien quand même, hein. Bon, bref, mais Moi aussi, je suis marxo, tendance Groucho, mais bon, ça compte moins. Très bien, parfait. Voilà. Mais donc, si vous voulez, Bernard Friot, il n'aime pas l'État, comme la plupart des marxistes. Et là, moi, je ne suis pas du tout marxiste. Il a dans la tête l'idée que l'État, en dernier ressort, c'est qu'un État bourgeois au service du capital, Moi, ce que j'essaie de vous expliquer depuis tout à l'heure, c'est que, bien entendu, il y a une partie de l'État qui est au service du capital, c'est l'État néolibéral, mais il y a une partie du même État, vous voyez ce que je veux dire, qui est un État social, qui a une dimension pas simplement antilibérale, mais anticapitaliste, vous avez entendu, d'accord? Les services publics, 20% des emplois quand même, d'accord? La protection sociale, d'accord? Tout ça, la retraite, tout ça, ça échappe au capital, qui aimerait bien récupérer le morceau. Bon. Et donc, lui, comme il n'aime pas l'État, il a tendance à hypertrophier complètement la cotisation. Il dit on va tout faire avec la cotisation. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Bon. Et alors, il va tellement. Alors, bon, il y a ça, puis d'autre part, donc il vous dit aujourd'hui, alors là, c'est un autre point de désaccord, parce que ça, il ne l'a pas toujours raconté. Il vous dit aujourd'hui, un des problèmes, c'est qu'on ne reconnaît pas. Il fait l'éloge des retraites publiques, comme moi, mais il vous dit le problème aujourd'hui, c'est qu'on ne reconnaît pas le travail libre des retraités. C'est en fait ce qu'il dit, c'est que les retraités travaillent sans le savoir. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Et moi, je pense que là, il est prisonnier quasiment d'une logique un peu libérale de la contrepartie. D'accord? Moi, je préférais l'ancien Friot qui disait que, bah oui, grâce à l'État social, on paye des gens à rien faire parce qu'ils le méritent. Les retraités, voilà, voilà parce qu'ils le méritent ou parce qu'ils sont dans des situations où ils en ont besoin, malades, etc., etc. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Et or, Bernard Friot, là, voilà. Donc, aujourd'hui, de mon point de vue, malheureusement, Bernard Friot produit un discours assez ésotérique. Voilà. Alors, on sait que dans les temps, dans ces temps un peu troublés où il n'y a plus de boussole, où il n'y a plus de perspective, un peu d'émancipation, les discours ésotériques, ça marche. D'accord? Donc Bernard Friot a des adeptes un peu partout qui sont tout à fait respectables, avec lesquels je discute agréablement, mais sincèrement, je pense que pour créer un projet majoritaire, à vocation majoritaire, ce discours-là sur le thème les retraités travaillent, il faut. Alors il oppose maintenant, parce qu'avant il défendait l'emploi, maintenant il dit qu'il faut lutter contre l'emploi et c'est vive le travail libre. Bon, il est pour si je me souviens bien, la retraite à 50 ans maintenant. Ok. Bon, je trouve ça inutilement minoritaire et avec une grosse impasse, qui est une impasse de pas mal d'hétérodoxes, hein, il n'y a pas que les marxistes, les libertaires, pas mal de sociologues, sur l'État. Voilà, sur l'État, le pouvoir, ça c'est un gros problème. Bon, je travaille dessus, si vous voulez, je pense que voilà, il y a ce gros problème-là. C'est quoi un hétérodoxe? Et juste pour nous aider à comprendre, hein, une définition. Un hétérodoxe, c'est quelqu'un qui aimerait bien être orthodoxe, c'est-à-dire c'est un minoritaire, qui regrette d'être minoritaire et qui aimerait bien être majoritaire. Et donc aujourd'hui, les économistes dominants, bah, c'est majoritairement des économistes libéraux, donc orthodoxes. D'accord. Les hétérodoxes, c'est ceux qui sont minoritaires. Donc vous avez principalement aujourd'hui la principale théorie hétérodoxe en économie, c'est la théorie keynésienne avec plein de variantes. Mais on aimerait bien être orthodoxe, hein, c'est-à-dire majoritaire. C'est marrant ce langage religieux pour les économistes. Oui.
Mais c'est Je vous vois, classique. je vous vois venir cette petite Non, pitch non, sur non. Je ne l'économie. parlerai pas de votre Dieu. Et Nancy Fraser, alors vous la connaissez aussi bien que Bernard Friot? Peut-être Hélène Euh, aussi? Non. Écoutez, Malheureusement, non. Je ne suis pas une grande théoricienne et oui, j'ai. Nancy Fraser, oui. Est-ce que l'internaute ne peut pas préciser son propos? Parce que je connais un tout petit peu Nancy Fraser, mais Eh ben, est-ce on va qu'il lui peut pas- demander de préciser, Geoffroy, si oui, vous parce pouvez que c'est préciser. sur Et puis quoi? nous, C'est sur quoi qu'il veut. on va continuer sur une autre question pendant ce temps. Je disais au tout début que la crise du Covid a renforcé les inégalités. Vous, Hélène, vous avez l'occasion de constater ça en 2020. Est-ce que vous pouvez nous donner les exemples de cette crise qui, baignait dans ce bain libéral, a finalement décuplé les inégalités? Ouais, complètement. Oui, ce qu'on observe, nous, c'est que vraiment la crise du Covid-19, elle s'est superposée à des crises qui étaient préexistantes dans beaucoup de pays et qu'elle a renforcé les inégalités et paupérisé une grande partie de la population qui était voilà, à la limite de, voilà, à la limite au niveau des moyens d'existence. Euh, sur, pour revenir toujours au thème de la faim, c'est vraiment extrêmement flagrant. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de pays qui sont en situation de crise alimentaire et qui ne l'étaient pas auparavant, ou alors qu'ils l'étaient beaucoup moins. Et on voit surtout des crises alimentaires aggravées, donc des situations de crise aiguë dans plusieurs pays, avec des pays comme l'Inde ou le Brésil ou le Venezuela qui étaient dans une situation euh, peu stable, mais voilà, qui est avec quand même un nombre de personnes qui étaient touchées par la faim qui était relativement plus faible. Et là, avec la crise du Covid-19, c'est vraiment très, très important. Et donc ça, c'est vraiment pour beaucoup de raisons. Bon, déjà, parce qu'on parlait tout à l'heure de la crise de 2007-2008, en fait, voilà, il y a eu quelque chose d'assez similaire au niveau de la crise alimentaire, c'est-à-dire qu'il y a eu aussi un florilège d'initiatives publiques, de financement pour mettre fin à cette crise alimentaire en 2007-2008. Sauf Ouais. que c'était vraiment des solutions un peu pansement, on n'a pas vraiment traité les causes structurelles de la faim, donc c'est-à-dire principalement les inégalités dans le système agricole et alimentaire et la manière dont il est construit, en fait, tout simplement. Et notamment les inégalités de genre, puisque les femmes ont un rôle quand même qui est primordial dans le système agricole et alimentaire pour assurer la nutrition. Donc, c'est vraiment des choses qui n'ont pas du tout été adressées. Et donc, ces inégalités se sont amplifiées. Et avec la crise climatique qui se fait de plus en plus oppressante sur l'agriculture, notamment, puisque les impacts sont, enfin, on le voit en France cette année, c'est assez marquant, et les dernières années, voilà, je pense que j'ai pas besoin d'expliquer et que tout le monde voit à peu près de quoi on parle. Euh, mais, mais ce qu'on voit en France, c'est rien comparé à ce qu'on voit dans d'autres pays. Moi, j'ai travaillé dans les Andes au Pérou, et les agriculteurs dans les Andes au Pérou font face à des impacts du dérèglement climatique qui sont vraiment bien pires que ce qu'on imagine et très présents. Voilà. Et dans d'autres pays, on a des conflits qui sont vraiment exacerbés. Je parle notamment du Yémen, puisque c'est vraiment une crise humanitaire tragique en ce moment. Et donc, voilà, on a par-dessus ça la crise du Covid-19 qui vient se superposer à toutes les autres crises et qui Ouais. vraiment, ouais, c'est vraiment la goutte qui fait déborder le vase Hmm. pour des millions de personnes. Alors, vous dites exemple dans les Andes avec la crise climatique qui est exacerbée, au Yémen, une guerre, et vous dites le Covid par-dessus. Et du coup, je remets la question libérale de ce libéralisme là-dedans. Finalement, contre le climat et la guerre, le libéralisme, où est-ce qu'il a sa part? Alors nous, on travaille beaucoup sur la protection sociale et notamment sur les filets de protection sociaux. Après, voilà, il y a certains modes de filets de protection sociaux qui peuvent être aussi des mesures un peu pansement, donc bon, qui dans des situations humanitaires sont bien évidemment nécessaires parce qu'on parle vraiment de gens qui meurent de faim ou voilà ou de conflits, mais voilà,
Après, on n'a pas encore développé, au niveau international, c'est compliqué, en tout cas sur l'alimentation, on n'a pas encore développé ou théorisé ce qui existe par exemple en France sur la sécurité sociale de l'alimentation, qui est quand même beaucoup plus abouti comme schéma de pensée, qui est développé par de nombreuses organisations et je vous invite à aller voir ce qu'ils font parce que c'est vraiment très intéressant. Et donc, c'est pas encore développé au niveau international, mais vraiment, voilà, on a dans la plupart des États, on le disait, un lien social qui est complètement délité, avec en effet un État qui est très peu présent, et donc des familles. Alors en plus, la place d'une économie informelle qui est très forte, puisque c'est à peu près 61%. Dans la plupart des pays en développement, 61% de l'économie qui est en économie informelle, et donc des travailleurs qui, avec la crise du Covid-19, se voient obligés d'arrêter leur activité, qui bien évidemment n'ont pas de compensation, et pour qui c'est évidemment très tragique. Ouais. Vous, Christophe, l'impact du Covid, vous me disiez quand on préparait ce débat que c'était peut-être le retour d'une réhabilitation de l'État. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Si vous voulez, comment dire, on a vu à travers le Covid, dans tous les pays du monde, si les économies ne se sont pas effondrées, littéralement, c'est grâce à l'intervention publique, hein, notamment en France, plus encore aux États-Unis, on a eu partout dans le monde, dans tous les pays, on a eu la France, qu'est-ce qu'a fait le gouvernement, à juste titre d'ailleurs, hein, on peut discuter des modalités, mais chômage partiel, Ouais. voilà, il y a des millions de personnes. Et vous dites plus encore aux États-Unis? Bien sûr. Bien sûr, aux États-Unis. Vous avez des quantités parce qu'on a l'impression que, au contraire, la ça, France les États-Unis. Alors attention, les États-Unis ont un filet de protection sociale historiquement plus bas. Ouais. Quand ils en ont besoin beaucoup, ils sont obligés de mettre. Vous voyez ce que je veux dire? Mais au-delà de ça, vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, un des gros enjeux, si vous voulez, le fait qu'il y ait eu de l'intervention publique massive pendant le Covid, ça, c'est une évidence, si je peux dire. Okay. Chômage partiel, prêt garanti par l'État en France, fonds de solidarité. Voilà, donc ça, c'est sûr. Par contre, la question qui se pose, c'est, si vous voulez, ce qu'on vient de vivre, qui est quand même un truc hallucinant. Les jeunes qui sont là pourront dire à leurs enfants et leurs petits-enfants, j'ai connu cette année 2020-2021, c'est hallucinant ce qu'on a vécu, d'accord? Bon, et généralement dans ces grands moments tragiques, avec leur part de tragédie, c'est aussi des moments de bifurcation dans l'histoire. Et donc là, l'idée, c'est ça la question, c'est que, si vous voulez, qu'est-ce que nous a démontré la crise du Covid, notamment? C'est que les États peuvent beaucoup. On n'arrêtait pas de nous dire « Oh là 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 là, la dette publique est trop élevée, on ne peut pas dépenser plus, il faut faire de l'austérité, pata pata. » Vous voyez ce que je veux dire? Pipeau complet. D'accord? Bon. Et donc, les États peuvent énormément. Et donc, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on va bifurquer ou pas? Et ce qui est quand même étonnant dans le contexte actuel, c'est qu'on a un gouvernement en France qui est droit dans ses bottes, qui est dans le dogmatisme le plus complet, qui dit, non, là, il y a la parenthèse, mais dès qu'on pourra, on va refaire de l'austérité. Ils nous annoncent quand même, dans le programme de stabilité qu'ils ont présenté, ils nous annoncent une cure d'austérité budgétaire. L'austérité, c'est simple, hein. Vous avez vu, les retraites, d'accord, une réforme des retraites. Alors, comme si la priorité, si vous voulez, on serait au plein emploi, on manquerait de main-d'œuvre, y compris pour faire de l'agriculture raisonnée ou biologique, etc., pour faire de la bonne alimentation. Si on était dans cette situation-là, qu'on discute de repousser l'âge de la retraite, pourquoi pas? Vous voyez ce que je veux dire? Je suis cool, moi. Hein, mais tant qu'on a des millions de personnes qui sont sans emploi, c'est plus de 5 millions de personnes inscrites à Pôle emploi, d'accord, au-delà des chômeurs. Enfin, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens de discuter comme ça. Donc voilà, si vous voulez, le paradoxe, c'est quoi? C'est que c'est aux États-Unis. Alors, mollo, hein, c'est Joe Biden, c'est pas, vous voyez ce que je veux dire, il n'y a pas de Che Guevara sur son chapeau, Joe, très bien, mais enfin, quand même, c'est Joe Biden, vous voyez ce que je veux dire, c'est Joe l'endormi qui donne des leçons keynésiennes à Macron le moderniste, qui pour le coup apparaît comme complètement ringard. Hein, donc qu'est-ce qu'ils font? C'est eux qui, quand même, Joe Biden a proposé qu'il y ait un impôt minimal sur les sociétés, vous avez entendu parler, à 21%. Qu'est-ce qu'a fait l'Union européenne? Elle a dit « Ah ouais, super, Joe, ouais, ah ouais. » Pendant des années, ils n'avaient rien dit. Hein. Ouais, super, Joe, ouais. Et puis discrètement, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit « Ouais, mais enfin, 21, c'est un peu beaucoup. Ça serait mieux moins, parce qu'il y a l'Irlande dans l'Union européenne.
qui a 12,5, avec qui on ne veut pas se fâcher, patata. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, on a tiré vers le bas. Les États-Unis mettent en place un programme de relance. Donc, non seulement ils ont fait un programme d'urgence plus important, ils ont poussé leur déficit public jusqu'à 15 points du PIB. Nous, on est resté à peine 10. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ils ont mis un programme d'urgence plus important dans l'année 2020 pour faire face à la crise. Mais en plus, ils mettent en place un programme de relance qui est beaucoup plus important. Il y a en discussion aux États-Unis le fait qu'on réaugmente les impôts sur les plus riches, qu'on réaugmente l'impôt sur les sociétés. C'est autre chose. Hein. Il y a l'impôt mondial, ça c'est l'impôt minimal. Mais aux États-Unis, Joe Biden a prévu de réaugmenter l'impôt sur les sociétés à 28%. Il serait au-dessus de la France, puisque Macron en France continue à dire non, on va continuer la baisse de l'impôt sur les sociétés, on fait un nouveau cadeau fiscal là cette année avec la baisse des impôts sur la production. Et alors, le truc le plus aberrant de mon point de vue, parce que moi, j'aime pas le dogmatisme. Et pourtant, il y en a des choses qui ont l'air aberrantes de votre point de vue. Mais vous vous rendez compte que cette année, quel est le problème? Si vous voulez, les gens n'ont pas pu consommer plein de choses, surtout les riches. D'accord? On n'a pas pu aller au restaurant, les riches, le théâtre, tout ça, etc. Pas de tourisme, etc. Donc, il y a une épargne énorme. Épargne, ça veut dire moins de consommation, moins de demande, moins d'activité pour les entreprises. Donc, si vous voulez, il y a une épargne colossale qui s'est constituée, qui est concentrée sur les plus riches. Ce n'est pas les bénéficiaires du RSA qui ont les moyens de gonfler leur épargne financière. Vous voyez ce que je veux dire. Et bien là, malgré ça, le gouvernement offre aux 20% les plus riches une baisse de la taxe d'habitation sur la résidence principale. Mais c'est incohérent pour vous. C'est aberrant d'un point de vue économique et au niveau de la justice sociale. Donc, si vous voulez, on a les priorités qu'on mérite, à mon avis. Alors, ceci étant, si je puis me permettre, parce que moi, j'aime bien quand ça frotte. Hélène, j'aimerais bien un débat entre nous sur un point, parce que tu travailles sur l'alimentation, etc., et c'est très bien, et tu fais un boulot passionnant là-dessus, et c'est précieux, et puis moi, je n'y connais pas grand-chose, mais un point quand même, parce que j'aime bien qu'il y ait un peu de débat, puis il faut réveiller les gens qui s'endorment là. J'ai le sentiment qu'il y a certaines personnes qui sont pour le protectionnisme, on va dire des mots qui fâchent, pour des protections commerciales, pour l'environnement et pour l'agriculture. Vive la souveraineté alimentaire, on dit, d'accord? Mais donc, si vous voulez, donc voilà, pour les paysans et pour la planète, d'accord, pour les ours blancs de la banquise, on peut faire des protections commerciales. Par contre, pour le prolo qui bosse dans l'industrie, là, on a toujours du mal à prononcer le mot protection. Alors moi, je rassure tout le monde, hein. Moi, je suis pour des échanges commerciaux. Je suis pour la concurrence quelque part. Donc, je suis pour qu'il y ait des échanges commerciaux. Je suis pas pour l'autarcie, etc. Mais je suis pour des règles en tout. Et donc, je suis pour revenir à des protections commerciales pour des raisons environnementales, mais aussi contre le dumping social. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Et j'ai le sentiment que parfois, chez certains critiques, il y a des mots qui brûlent la langue. Vous pensez à qui? Vous pensez à qui? Comment? Vous pensez à qui? Ah, moi, j'évoque, je balance pas de nom. Hein. Ah ben, vous avez parlé de l'ours blanc et d'ouvrier pourtant. Non, mais voilà. Par exemple, regardez, pendant longtemps, il y avait une part de la contestation, c'était l'altermondialisme. Je ne sais pas si Oxfam se définit pas d'ailleurs comme altermondialiste. Voilà, bon, je ne sais pas. Mais moi, je ne suis pas altermondialiste. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis pour l'internationalisme. Je suis pour, voilà. Mais je ne suis pas. Le mondialisme, c'est l'idée que les décisions importantes se prennent à l'échelle du monde. D'accord? Alors, les altermondialistes, ils sont pour que ça soit d'autres décisions que le capitalisme. Mais moi, ça, je pense que ce n'est pas possible. Alors, à l'échelle du monde, le peuple n'a pas de pouvoir. Il n'y a pas de république mondiale. Il n'y en aura jamais. Déjà, on a du mal dans les pays vous voyez ce que je veux dire, à ce que le peuple puisse imposer ses vœux. Vous voyez ce que je veux dire? Souvent, on travestit ses vœux, etc. Mais à l'échelle mondiale. Et c'est pour ça que le capital, lui, il aime bien le libre-échange et la finance libéralisée. Parce qu'il sait qu'à l'échelle mondiale, il n'y a pas de prise, ou très peu. Il n'y a pas de prise du peuple. D'accord? Et donc, c'est pour ça que moi, je suis contre le mondialisme. Alors, Hélène. Internationalisme, mais pas pour le mondialisme. Hélène, Christophe, il voulait poser une question qui pique. Est-ce qu'elle pique tant que ça, la question? Pas tant que ça. La question, c'est est-ce que je suis pour ou contre le mondialisme? Là, j'ai pas de... Est-ce que le protectionnisme, les États mettent ça volontiers en avant pour protéger les valeurs environnementales, mais pas le droit du travail?
Ouais, il y a le protectionnisme, il y a aussi la notion de souveraineté alimentaire qui, en effet, revient beaucoup au devant de la scène. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'acteurs qui parlent de souveraineté alimentaire, des acteurs étatiques, des syndicats, voilà, des organisations et des mouvements sociaux aussi paysans qui sont quand même à l'origine de ce mot de la souveraineté alimentaire. Donc, Voilà. vous nous aidez, vous le définissez, la souveraineté alimentaire qui est revendiquée par ces pays? En quoi elle consisterait? Bah alors la souveraineté alimentaire, c'est que un peuple puisse garantir son alimentation et la manière dont il entend s'alimenter. Donc en fait, c'est né vraiment voilà, à la fin des années 70, notamment au Brésil, avec des mouvements paysans, des syndicats ruraux, voilà, c'est tous les mouvements des sans-terre qui ont tout fait pour mettre en œuvre pour voilà, réunir les conditions nécessaires au maintien d'une agriculture qui puisse répondre aux besoins du pays, bah, à la fois en termes alimentaires, d'emploi, de développement rural, etc. Donc ça a été suivi par plein de combats. On connaît celui de la Via Campesina, qui est un très grand mouvement dont fait partie notamment la Confédération paysanne en France. Voilà, et donc qui défend la souveraineté alimentaire, la défense des droits des paysans et des paysannes, et donc voilà, avec une vision commune de l'agriculture et lutter pour défendre cette agriculture face à des politiques commerciales qui peuvent être agressives, face à bah, une industrialisation intensive de l'agriculture et l'alimentation, et justement dans un processus de mondialisation. Voilà. Et donc, en effet, voilà, il y a beaucoup d'accaparement de ce terme et voilà, aussi sous couvert justement de protectionnisme. Alors, du coup, voilà, j'ai pas envie de faire de langue de bois, mais c'est en fait un élément de réponse que je peux apporter et qui est directement lié avec ce sur quoi nous on travaille, c'est que en fait la souveraineté alimentaire, elle peut pas être à un sens. On peut pas faire du protectionnisme seulement pour son pays. Ça, on parle de souveraineté alimentaire en France, protéger les producteurs français, etc. Et en effet, enfin, j'en ai parlé, les producteurs français vivent pas de leur alimentation et voilà, vivent pas de leur activité, pardon. Donc, on peut entendre pas mal d'arguments, mais on l'entend beaucoup moins lorsque, bah, je vous parlais tout à l'heure des filières laitières en Afrique de l'Ouest et des excédents de production qu'on va exporter à très bas prix, à des prix défiant toute concurrence, parce que justement, il y a des accords commerciaux avec certains pays, ou en tout cas, l'Union européenne essaye d'instaurer des accords commerciaux avec certains pays d'Afrique de l'Ouest qui sont très très bas, voilà, des accords de libre-échange, des accords de partenariat économique plus précisément. On a un tarif extérieur commun, en tout cas sur certains produits alimentaires, et notamment en Afrique de l'Ouest, qui est très bas et dont profitent bah, voilà, certains pays européens, bah, dont la France, en effet, puisque c'est une pratique. Voilà, donc c'est vrai que bon, le protectionnisme, c'est pratiqué assez régulièrement, en tout cas dans l'agriculture et l'alimentation, c'est quand même une pratique qui est assez récurrente, et d'autant plus en situation de crise alimentaire, puisqu'il y a souvent des replis protectionnistes. Enfin, on l'a vu d'ailleurs avec la dernière crise du Covid-19, où immédiatement, lorsqu'on a des perturbations dans les chaînes d'approvisionnement, etc., les pays se replient sur eux-mêmes en termes d'agriculture et adoptent des mesures protectionnistes qui peut aussi et du coup, moi, je rejoins Christophe Rameau là-dessus. Je l'ai dit tout à l'heure, les pays qui sont importateurs nets de denrées alimentaires, il y en a peu qui sont vraiment qui importent toute leur alimentation. Et par exemple, le Yémen, qui est en guerre en ce moment, importe quand même une très grande partie de son alimentation. Et donc, ce genre de repli protectionniste peut engendrer vraiment des graves soucis pour des pays qui dépendent. Voilà. Donc, bon, voilà, j'ai pas une réponse particulière parce que je suis désolée, Christophe, il n'y aura pas de débat virulent. Voilà. Mais voilà, je n'ai pas une réponse très tranchée puisque en fait ça dépend vraiment du contexte dans lequel sont prises ces mesures de protectionnisme. Ça peut être bénéfique en effet aux producteurs d'un pays et ça peut être au détriment des producteurs. Mais voilà, c'est vraiment
C'est pour ça que c'est intéressant de prendre cet exemple du système agricole et alimentaire, parce que tout est très lié et qu'on ne peut pas prendre une mesure économique dans un pays qui n'ait pas de répercussions au final dans un autre pays. Enfin, surtout quand on parle de politique commerciale et a fortiori de politique agricole, puisqu'en plus la nôtre, elle est au niveau européen. Allez, peut-être une question qui pique, je ne sais pas si elle pique beaucoup. Il y a un think tank de centre-gauche, donc c'est un groupe de réflexion qui s'appelle Terra Nova, qui a avancé hier une étude qui témoigne d'un propos qui pour eux est qu'il y aurait une mondialisation plus progressiste grâce au Covid. C'est-à-dire que les organismes tels que l'OMC, le FMI, l'OCDE et puis les banques centrales à l'occasion du Covid, se sont mis à déployer des outils de protection contre les effets néfastes du Covid auprès des populations mondiales de plusieurs pays. Lutte contre le dumping fiscal, et puis aussi incitation à intégrer des critères sociaux ou environnementaux. Par exemple, il y a un projet de taxe carbone à l'échelle européenne, et puis la toute nouvelle taxe GAFAM qui est enfin demandée par les États-Unis. Donc voilà, vous Christophe, comment vous jugez cette opinion d'une mondialisation, c'est-à-dire la mondialisation, c'est la version politique au sens organisation, dont le libéralisme est le modèle économique, donc d'une mondialisation qui serait plus progressiste grâce au Covid. Écoutez, si on parle bien de la même note, c'est une note de Pascal Canfin, si je ne m'abuse, qui est un député européen qui soutient la République en marche, Emmanuel Macron, voilà. Ce qui est tout à fait à son honneur. Ce qui m'a un peu écrit au titre de Terra Nova, oui. Oui, ouais. Ce qui m'étonne, c'est que cette note a eu le droit à 2 pages entières dans le monde, ce qui est très très rare. Oui, il y a une couverture sur France Inter. Je veux dire que ça devait être une note très très intéressante. Je dois vous avouer que j'ai lu les 2 pages, donc c'est long, hein. Voilà, m'a noté. Je trouve que ça ressemble quand même. Je n'aime pas être virulent, hein, mais allez-y, il faut que ça pique un peu. On a une demi-heure pour piquer là. C'est vraiment de l'eau très très tiède, hein, vraiment. Alors pourquoi Alors, au-delà du propos qui est à bien des égards lénifiant, hein, il n'y a pas grand-chose concrètement. Bon, alors Pascal Canfin nous dit, Terra Nova nous dit à travers Pascal Canfin que la mondialisation, maintenant, il faut inventer un nouvel âge de la mondialisation qui est une mondialisation progressiste. C'est le terme qu'il utilise. D'accord ? Bon, comment dire, moi ce que je dis, et là je fais référence à un autre auteur qui à mon avis une autre paire de manches en termes de qui est Marcel Gauchet, qui est un grand philosophe, que certains jugent réactionnaire. Moi je trouve que c'est un des philosophes les plus radicaux qui soient. Voilà. Pourquoi je dis ça ? Parce que Marcel Gauchet, ça rejoint le débat un peu sur le libéralisme, hein, je vous la fais courte, il vous dit on vit dans des sociétés mixtes, dans lesquelles il y a un pôle libéral, liberté, en termes politiques, hein, là j'entends, liberté de penser, de se réunir, de s'associer, c'est très bien. Mais on vit dans la démocratie au sens fort, c'est pas que le libéralisme, c'est aussi un pôle qu'on ne peut pas réduire au libéralisme, c'est un pôle républicain, c'est l'intérêt général, la loi, l'égalité, on élit des représentants qui votent la loi qui s'applique à tous, c'est l'État, vous voyez ce que je veux dire ? Voilà, voilà, bon. Et donc, qu'est-ce que nous dit Marcel Gauchet sur le sujet ? Il nous dit en fait, pour la première fois depuis des millénaires, contrairement à ce que dit Pascal Canfin, tous les peuples du monde vivent dans le cadre d'États-nations à l'heure où je vous parle. Tous les peuples du monde. D'accord ? Tous. Il y a des problèmes de frontières. En Palestine, au Donbass, etc. Donc je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème. Mais pour la première fois depuis bien longtemps, non seulement tous les peuples du monde vivent dans le cadre d'États-nations, mais pour l'instant, à l'heure où je vous parle, il n'y a plus aucun pays qui a des velléités impériales très très fortes. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a des problèmes de frontières, il y a Erdogan qui s'agite, tout ça, etc. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais enfin, pour l'instant, Erdogan, il n'a pas dit je vais conquérir toute l'Europe. Vous voyez ce que je veux dire ? Bon, voilà. Donc c'est quand même pas rien. Donc les États-nations, c'est la forme politique qui s'impose partout dans le monde. Et c'est la forme dans laquelle vit la démocratie. Pour vivre en démocratie au sens fort, c'est-à-dire élire des représentants, voyez, le vote, etc. C'est dans le cadre. Il faut vivre en république, d'accord ? En démocratie. Et si vous voulez, alors c'est peut-être une discussion, on l'avait compris peut-être avec Oxfam, c'est moi quand j'entends des gens qui me disent je suis citoyen du monde, mais les bras m'en tombent. Alors je trouve ça, c'est sympathique, hein ? On entend le propos, on est contre le racisme, on est contre l'extrême droite, ça je suis d'accord, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais la citoyenneté, si on prend ça au sens fort, c'est pas un sentiment.
c'est pas un sentiment personnel, c'est la République qui institue les citoyens. D'accord? Et les républiques, ça vit dans le cadre d'États-nations. Voilà. Alors, vous allez me dire, monsieur, on pourrait concevoir une démocratie mondiale, parce que c'est ça qu'enfin, il n'aime pas les frontières, il n'aime pas les nations. Il est resté prisonnier, quelque part, de l'idée que la nation, les frontières, ça veut dire Front National, ça veut dire fascisme. C'est complètement stupide. Je pense qu'on ne reconstruira pas un projet d'émancipation si justement on ne porte pas une autre conception de la nation, citoyenne, par rapport à ceux qui ont une conception ethniciste, identitaire de la nation. Voilà. Et donc moi, si vous voulez, je suis pour des politiques internationales. Je suis pour du progressisme à cette échelle-là. Mais laissez entendre que on nous fait le même coup à chaque fois, qu'à l'échelle nationale, on ne peut plus rien, les États sont tout petits, on ne peut plus grand-chose, alors qu'on est quand même la 6e puissance économique du monde, hein, vous voyez ce que je veux dire? Allez dire ça des Péruviens. Enfin, c'est hallucinant, quoi. D'accord? Donc, comment dire? On est tout petit, on ne peut plus rien faire, d'accord? Et donc, la seule solution, c'est l'Europe ou c'est le monde. Mais ça, c'est nous désarmer. Hein, parce que, de facto, je vous dis, l'Europe, aujourd'hui, telle qu'elle se fait, c'est une Europe libérale. Et moi, je suis pour une autre Europe, je ne suis pas pour, vous voyez ce que je veux dire? Mais la première chose avec l'Europe, pour qu'elle soit dans le sens du progrès, du progressisme, c'est qu'elle cesse d'avoir comme projet de démanteler les États sociaux nationaux. C'est qu'elle soit au service des États sociaux nationaux. Et puis là, la crise du Covid nous le montre. Le plan de relance européen, vous vous rendez compte? Il n'y a pas 1 euro qui a été déboursé encore à l'heure que je vous parle. D'accord? Il va arriver après coup. Et quand on regarde dans le détail, il est complètement rikiki. Et c'est pas possible autrement. Vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi c'est pas possible autrement? Parce que la dépense publique, il faut être concret, c'est quoi? C'est des services publics. Et on ne va pas faire des services publics européens. On ne va pas faire des policiers européens. On ne va pas faire des gendarmes européens. On ne va pas faire des instituteurs européens. On ne va pas faire des infirmières on ne va pas faire des hôpitaux européens. Ça n'a aucun intérêt. Déjà, on était plutôt dans le sens de la décentralisation. Protection sociale, c'est pareil. On ne va pas faire des retraites européennes. On ne va pas faire des allocations chômage européennes. Ça n'a pas de sens. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, quand on gratte, en fait, on s'aperçoit qu'on ne peut pas transférer grand-chose à l'échelle de l'Europe. Voilà. Et donc, c'est pour ça que l'Europe est un nain budgétaire et qu'elle le restera. Donc, l'Europe, elle peut être très utile, notamment en termes de protection commerciale, etc., etc. Bien sûr qu'elle peut être très utile. Donc, moi, je suis pour une Europe progressiste, mais ça suppose de rompre clairement avec l'Europe libérale telle qu'elle se fait. Et ce n'est pas l'orientation ni d'Emmanuel Macron, ni malheureusement de Pascal Canfin, que je peux apprécier par ailleurs. Hein. Vous voyez ce que je veux dire, qui aime bien, châtie bien. J'ai pu apprécier les travaux antérieurs de Pascal Canfin, etc. Donc je connais un peu le parcours de M. Canfin, très bien. Mais là, vraiment, les bras m'en tombent. Hein, les bras m'en tombent hein, de ne pas comprendre que, y compris aux États-Unis, par exemple, hein, aux États-Unis, mais en France aussi, même Macron, il est en retard là, par rapport à son maître. Même Macron maintenant dit qu'il faut de la souveraineté industrielle. Il dit ça dans ses discours. Alors, vous rigolez sur le thème, peut-être qu'il ne le fait pas, mais au moins il le dit. Vous voyez ce que je veux dire? Souveraineté, ça ne veut pas dire l'autarcie. C'est l'idée qu'il faut maîtriser son destin. Il faut retrouver des marges de manœuvre, maîtriser son destin. Donc bien sûr qu'on sait que c'est compliqué, il y a les chaînes de valeur globales, ça. Mais sur une série de secteurs stratégiques, il faut retrouver la maîtrise de son destin pour pouvoir choisir démocratiquement. Est-ce qu'on va aller plutôt dans le sens du libéralisme ou pas? Mais il faut pas. Le libéralisme économique, il tue. La mondialisation, elle tue la démocratie. Elle tue la démocratie. Je pèse mes mots. Moi, je suis pour défendre la démocratie. Donc, je suis pour les politiques internationales. Je suis pour des accords internationaux, etc. Mais je vous assure qu'il suffit tant que ce soit le FMI, l'Organisation mondiale du commerce, l'OCDE, qui nous trace la voie pour le progrès social, eh bien, on est mal barré. Ah bah, elle piquait bien celle-là, je suis content de moi. Là, Et si je souris, c'est pas sur le fond, c'est parce que je comprends beaucoup mieux ce que ça veut dire économiste atterré. Et ça, on visualise vraiment bien l'humeur dans laquelle ça vous met toutes ces injustices, quoi. Vous le vivez comme ça, vraiment profondément. Je suis pas pareil. Exactement. Alors, on a Geoffroy qui est revenu avec Nancy et il nous dit, je ne sais pas si vous voyez dans le chat qui est sur le côté, vous lui avez demandé de préciser les idées de Nancy Fraser. Elle souligne que le capitalisme est à la source des inégalités au niveau du genre et de la race. Il s'agit donc de mobiliser et de rassembler les luttes. Ah, une convergence des luttes.
Bon, les luttes catégorielles contre le capitalisme. Ok. Alors, est-ce que ça a un sens pour vous, cette précision, ou est-ce que ça ne vous en dit pas plus sur ce que propose Si, Nancy? mais d'abord, sous réserve d'inventaire, je ne suis pas un spécialiste de Nancy Fraser, mais je connais un tout petit peu. Si vous voulez, il y a un débat qui agite la gauche en général, les mouvements féministes, etc., qui est les mouvements antiracistes, qui est quelle orientation on a. Ouais. Et donc, moi, je fais partie de ceux qui considèrent que pour réellement lutter contre le racisme, pour porter le combat féminisme, qui est un combat essentiel, je pense que non seulement il faut l'articuler, bien entendu, avec la question de classe, mais je pense pas que le débat central, ça soit quelle priorité on donne, je suis sûr, parce qu'il y a aussi ce débat-là. Non, Ouais. c'est quelle orientation on donne. Quel est notre projet? Est-ce que le projet, c'est celui de l'égalité? Ou est-ce que le projet, au nom des discriminations bien réelles qui existeront, c'est un projet de repli identitaire? Et ça, c'est pas ma tasse de thé. Il y a une partie de la gauche aujourd'hui qui, à mon avis, est dans une logique identitaire qui conduit à des impasses effroyables. D'accord? À des impasses absolument effroyables. Logique identitaire, de mon point de vue, alors sur le terrain antiraciste, c'est exactement en écho, vous entendez mes mots, hein, c'est la même logique que le Front National, mais c'est en miroir. Le Front National dit il n'y a que. Enfin, le Front National, c'est plus compliqué en plus. Le Rassemblement national. Non, mais le Rassemblement national, mais même c'est plus compliqué parce qu'ils ont quand même un peu. Bon, je veux dire, enfin, il y a des gens à l'extrême droite radicale qui disent la France, ça doit être un pays de blancs, d'accord? Et je vais vous citer une anecdote qui m'est revenue récemment. En 1962, j'ai une photo, il y a une photo que vous pouvez trouver sur Internet. Il y a une photo terrible. C'est une photo d'un meeting de la Nation of l'Islam aux États-Unis. C'était un grand mouvement dans lequel était Malcolm X au départ. Vous avez une photo où dans un hangar, il y a des centaines de militants noirs de la Nation of l'Islam. Et vous savez ce que vous avez au premier rang, pris en photo et qui vont intervenir à la tribune? 3 militants néo-nazis, blancs, en uniforme néo-nazi américain. Pourquoi ils avaient été invités? Sur le thème, on est d'accord au fond. Vous voulez vivre sans nous, eh bien nous aussi on veut vivre sans vous. D'accord? Les noirs d'un côté, les blancs de l'autre, pas de mélange, pas de métissage. Ces logiques identitaires, elles sont effroyables. Les logiques indigénistes, comme on dit, d'accord? Quand j'entends des indigènes de la République, enfin, Rouya Bouteja, pour ne pas la citer, qui dit je suis contre le métissage, parce que le métissage, c'est des blancs qui vont dominer des ex-colonisés, etc. Je trouve que c'est une logique qui nous conduit tout droit au racisme. Voilà. Donc il y a ce débat-là. Et si j'ai bien lu Nancy Fraser, justement, je pense que justement dans ce débat-là, elle était relativement mesurée. Elle faisait partie de ceux qui disaient attention aux dérives identitaires, etc. Peut-être que je me trompe. Eh bien, voilà, vous avez au moins répondu à Geoffroy dans le chat. Je refais marche arrière. On a parlé tout à l'heure environnement, climat. La crise climatique, elle est plus ample, plus ancienne, plus profonde, et même la crise que nous vivons actuellement en est sûrement une des conséquences. Vous, Hélène, comment cette crise climatique peut être attribué au libéralisme, peut être contré par le libéralisme? Comment les deux vont s'articuler? Est-ce que la crise environnementale a besoin, pour être résolue, de toute façon, sortir d'un modèle, de ce modèle néolibéral? Alors oui, la crise climatique est vraiment très très liée au développement. D'ailleurs, quand on parle du réchauffement planétaire et des 1,5%, 2%, on parle en général par rapport à l'ère pré-industrielle, et donc ça a un lien quand même qui est assez fort. Alors l'autre lien qui est très fort et voilà qui est très marquant, c'est vraiment ce parallèle entre c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que les personnes qui sont le moins responsables de la crise climatique sont celles qui vont en souffrir le plus, et donc les personnes aussi les plus riches, donc qui ont le plus de capital, sont les personnes qui sont le plus responsables des émissions de gaz à effet de serre. Donc entre
1990 et 2015, les émissions annuelles, elles augmentaient de 60% et les émissions cumulées, pardon, donc ce qu'on accumule au fur et à mesure des années, elles ont doublé. Donc c'est vraiment énorme. Et en fait, les 10% les plus riches de la population mondiale, elles sont responsables de la moitié des émissions de CO2 accumulées. C'est vraiment énorme. Et 1% des plus riches de la population sont responsables à eux seuls de 15% des émissions accumulées. Et quand on prend à l'inverse les plus pauvres, donc les 50% les plus pauvres sur Terre, elles sont seulement, cette partie de la population est seulement responsable de 7% des émissions de CO2 cumulées. Donc vraiment, on a un lien très très fort entre le modèle économique dans lequel on vit et qui crée ces inégalités de richesse et la crise climatique. C'est très très fort. Et est-ce que, là je pose la question à tous les deux, est-ce qu'il est nécessaire de, comment dire, comment pourrait-on résoudre cette crise climatique et environnementale sans remettre en question le modèle libéral? Les deux vont forcément ensemble. Christophe, est-ce qu'il y a ou Hélène, est-ce qu'il y a des pays qui sont plus avancés que d'autres dans cette résolution de problèmes? Hélène? Est-ce qu'il y a des pays qui sont plus avancés que d'autres? Si on revient justement et qu'on refait marche arrière sur la théorie du donut, on a pas mal de... Enfin voilà, quand on prend cette théorie, il y a beaucoup d'exemples qui donnent des pistes de solutions sur voilà, comment on pourrait avoir une énergie plus durable, comment on pourrait avoir une alimentation plus durable, etc. Et donc, c'est des mesures en général qui peuvent être... bon, il y a toujours, voilà, le privé a toujours une importance, mais qui peuvent être impulsés en tout cas par les États et on a besoin forcément du financement aussi des États et parce que les États doivent prendre leur part de responsabilité, etc. Mais en fait, est-ce qu'il y a un pays qui est plus je saurais pas vraiment y répondre, mais est-ce que en fait, il y a une responsabilité des États, mais au-delà de la responsabilité des États et de ce qu'ils peuvent faire, ce qu'on ne voit pas forcément est la face cachée de la crise climatique. C'est aussi l'impact, ce dont parlait tout à l'heure Christophe Rameau de la finance libéralisée et justement l'impact de la finance sur la crise climatique. Aujourd'hui, les banques, c'est des entreprises françaises les plus polluantes et les 6 banques françaises les plus polluantes, ça représente à peu près 8 fois les émissions de gaz à effet de serre de la France entière. Alors attendez, elles sont polluantes parce qu'elles soutiennent Parce qu'elles financent des des énergies industries polluantes. fossiles. Voilà, exactement, des D'accord. énergies fossiles. Ok. Donc, voilà, c'est compliqué de parler de quel est l'État qui fait le mieux, etc. Si on prend pas... Enfin, l'État qui fait le mieux, c'est l'État qui va au mieux adresser justement ce problème-là. Pas simplement la finance, hein, tous les autres aspects aussi, mais D'accord. voilà, Christophe? c'est pas seulement l'État qui va annoncer. Alors, c'est aussi très, très, très important, et nous, on a un plaidoyer très fort, évidemment, sur les financements pour l'adaptation au changement climatique, les financements, voilà, c'est très important, et de fixer, évidemment, des objectifs ambitieux. Aujourd'hui, la France, elle a un objectif de 40% de réduction des émissions de gaz à effet de serre, ce qui est largement insuffisant. On n'atteindra pas du tout un objectif de 1,5 degré, ni même de 2 degrés avec une réduction de 40%. Donc, on est vraiment très, très loin du compte. Christophe? Oui, comment dire, sur les questions environnementales, plus précisément climatiques, il y a des débats comment dire, qu'on a chez les économistes atterrés, hein, y compris, on n'est pas forcément d'accord là-dessus, sur les solutions, bien entendu. Hein. C'est-à-dire, si vous voulez, moi je fais partie de ceux qui considèrent qu'il faut allier progrès social et écologie. C'est pas simple, mais il faut allier les deux. Hein, c'est-à-dire il y a d'autres économistes atterrés qui sont plus, comment dire, sur une optique un peu décroissance. Voilà. Bon, moi, je pense que la décroissance, ça peut pas être un projet viable. Hein, ça peut pas être un projet viable. Alors, a fortiori à l'échelle mondiale. C'est ce que je veux dire, parce que là, quelque part, c'est un discours de riche. Hein. C'est-à-dire qu'en France, alors quand je dis c'est pas un projet viable, je suis pour que
les plus riches réduisent leur consommation, bien entendu, d'accord? Voilà. Les consommations ostentatoires, en plus, les SUV, les je sais pas quoi, les Porsche Cayenne et compagnie, bon, bref, ok, très bien. Bon, mais ceci étant, quand on regarde, moi j'avais fait une petite note, c'est assez facile sur le net aisément, j'ai fait une note pour la conférence Gambetta sur le sujet, où je disais que on ne peut pas à la fois augmenter les bas salaires. On a parlé dans le cas de la crise du Covid d'augmenter par exemple le salaire des infirmières. Il faut savoir que les infirmières, elles ne font pas partie des 10% les moins bien payés. Hein. Ni même, je parle d'une salariée, une infirmière à temps plein. Elles ne font pas partie des 30% les moins bien payés. D'accord? Une infirmière, ça fait, alors ça dépend si c'est en début de carrière ou pas, etc. Mais ça fait, c'est plutôt au-dessus du salaire médian quand même, heureusement. Vous voyez ce que je veux dire? D'accord? Salaire médian, c'est-à-dire il y a 50% en dessous qui gagnent au moins. Et on est pour augmenter le salaire des infirmières. Donc ceux qui sont en dessous, je veux dire, les magasiniers, les caissiers, etc. Tout ça, bon, bref. Il y a tous ceux qui sont. Il y a 30% des gens par unité de consommation qui gagnent moins de 1 300 € par mois. Je suis pour au moins que ces gens-là, l'objectif qu'on se donne, c'est que ces gens-là aient un travail et puissent gagner au moins 1 300 € quand même. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas, vous voyez ce que je veux dire? On tire la langue déjà à 1 300 €. Eh bien, si on a ça comme projet, plus d'augmenter une partie des. Ben en fait, on peut tout. On peut taxer les riches, les 10% les plus riches, au point qu'ils se retrouvent non plus dans les 10%, mais plutôt dans les 20 ou 30% les plus riches. Mais on leur prend tout ce qui fait que. Vous voyez, ça ne suffit pas. La redistribution, elle est nécessaire, mais elle ne suffit pas pour augmenter. Voilà. Or, il faut savoir, c'est une des vertus de ce bel indicateur, à mon avis, qu'est le PIB, c'est que le PIB, on a exactement le même chiffre. C'est une somme de production, de valeur ajoutée, dont celle des fonctionnaires. C'est pour ça que c'est intéressant d'ailleurs. Hein. Le PIB nous dit qu'un fonctionnaire, ce n'est pas du tout un improductif, que même qu'un saltimbanque, je vois qu'il y a une guitare derrière vous, eh bien, un saltimbanque, dès lors qu'il est payé. Je crois qu'on appelle ça un artiste ou un intermittent, mais. Non, mais dès lors qu'un artiste est payé, c'est une très bonne chose, c'est très affectueux pour moi, saltimbanque. Dès lors qu'un artiste est payé, il contribue au PIB. D'accord? Ils ne le savent pas généralement, mais voilà, ils le savent maintenant. Très bien. Donc, le PIB, c'est voilà. Donc, mais il y a la production, mais on aboutit exactement au même montant en termes de demande. Vous voyez ce que je veux dire? Consommation ou investissement. Et 80% de la demande, c'est la consommation, dont la consommation de services publics, la culture, etc. Petite parenthèse dans le Donuts, je ne suis pas sûr que ça soit une théorie. Si. J'ai regardé tout à l'heure, je ne connaissais pas très bien ce truc. Bon, dans le Donuts, au départ, là, dans les petits trucs, il n'y a pas la culture, par exemple. Hein. Dans les trucs essentiels, moi, je suis pour mettre la culture, par exemple. Bref, passons. Bon. Mais donc, et puis, troisième approche, c'est l'approche revenu. Des salaires et des profits pour aller vite. Bon, bref, voilà. Et donc, si vous voulez, moi, je suis pour réorienter les productions. Voilà, ça, je pense que c'est ça qui est important. Hein, je suis pour une croissance verte. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, pour parler clairement, je suis pour une croissance verte, je ne suis pas pour la décroissance. Hein, c'est-à-dire que je suis pour réorienter la production, hein, avec des débats, y compris qui, là, grattent à nouveau. Hein, c'est-à-dire que pour résoudre le principal problème écologique, il y en a d'autres, la biodiversité, etc., mais qui est le réchauffement climatique, qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, les variables sur lesquelles on peut jouer. Bon, il y a la population mondiale. Enfin, ça, je voulais dire, bon, est-ce que je veux dire, la dernière bombe démographique, elle est en Afrique, hein, et elle est en train à la fin du 21e siècle, a priori, ça sera terminé. Voilà, moi, je ne suis pas pour un discours malthusien sur la population, d'autant je vous dis que tous les pays au monde ont fait leur transition démographique maintenant. Très bien. Il y a l'Afrique qui est un peu en retard, qui est en train de le faire très bien. Bon. Après, il y a la croissance. Donc là, je suis pour réorienter la croissance. Ensuite, il y a faire en sorte que la croissance, l'activité, elle soit moins consommatrice d'énergie. C'est ce qu'on appelle l'intensité énergétique du PIB ou de l'activité. D'accord? Donc, ça suppose la rénovation thermique du bâtiment, les circuits courts, réduire ce commerce mondial qui est sur certaines marchandises qui est complètement furieux. Quoi. Vous êtes mieux placé que moi sur l'importation de soja pour nourrir nos bestioles qui vont être exportées, enfin, des trucs de frapper, y compris pour être dans les abattoirs en Allemagne parce que ça coûte moins cher. Ensuite, on va les faire revenir, enfin, des trucs de frapper, d'accord? Bon, donc, voilà. Donc, il faut réduire l'intensité, mais surtout, le gros poste, c'est la rénovation thermique du bâti, d'accord? Et puis les transports, très bien. Et donc, on va continuer à utiliser de l'énergie. Et donc, le reste d'énergie qu'on va continuer à utiliser, il faut que ça soit décarboné. Donc, pour aller vite, il faut que ça soit électrifié, pour pas que ça soit carboné, et électrifié et non carboné. Et là, il y a un débat qui gratte, mais qui est un autre débat, qui est la place du nucléaire. Et moi, je fais partie des économistes, c'est un débat aux économistes intérêts, on n'est pas du tout tous d'accord là-dessus. Hein. D'accord. Je fais partie des économistes qui disent, voilà, tant qu'on ne sait pas stocker de façon industrielle l'électricité, pour l'instant on ne sait pas,
D'accord? Bon, il y a des trucs sur l'hydrogène, ça, mais enfin, l'hydrogène, aujourd'hui, c'est pas propre hein, comme énergie, hein, ce qu'on produit comme hydrogène. Tant qu'on ne sait pas ça, le nucléaire, eh bien, on en a besoin. Hein. Et par ailleurs, un petit débat. Hein. Alors, moi, je suis pour l'éolien et les panneaux, les photovoltaïques, hein, d'accord? Mais vous avez bien compris, c'est des énergies intermittentes. Quand il n'y a pas de vent et qu'il n'y a pas de soleil, ben, l'Allemagne, elle a plus de 100 centrales à charbon Hmm. pour compenser. Et donc, bon, et puis par ailleurs, je remarque, comme j'aime bien l'État social, que les éoliens et le solaire, ça se prête quand même beaucoup plus à la privatisation, comme par hasard. D'accord. Hein, on fait son marché là-dessus. Le nucléaire, c'est un peu plus compliqué, même s'il y a des projets de Ouais. small réacteurs, là, etc. C'est un peu Hmm. plus compliqué. Donc, il y a aussi des enjeux de politique industrielle, de souveraineté, y compris, hein, parce on a une super filière en France. Comme par hasard, il y en a qui sont pour qu'on se coupe les pieds là-dessus hein, et qu'on importe des panneaux de Chine. Et je ne sais, bon, je trouve pas ça terrible, y compris pour la planète. Surtout pour la planète. Je vous entends et j'écoute vos réflexions depuis le début. On fait ce débat et vous qui avez peut-être l'occasion d'en animer, pas en animer, mais d'y participer régulièrement, et je parle aussi à Hélène, je me demande si pour résoudre cette question de le libéralisme à bout de souffle, les, moi aussi c'est une question qui gratte, les Français ont ou au-delà de la France, les Français ont une culture économique suffisante pour pouvoir alimenter ce débat-là. C'est-à-dire que il ne faut pas s'en cacher. Pour suivre un économiste parler, il faut quand même s'accrocher. De même que pour un débat politique, les théories économiques sont complexes et on a l'impression d'être un peu dépossédé parfois de cette connaissance et de ne pas pouvoir y participer. Alors ça, c'est une impression de citoyen. Je suis aussi journaliste. Est-ce que vous, Christophe, qu'est-ce que vous en pensez? Mais d'abord, laisser la parole à Hélène pour répondre à ce que Hélène, je viens de qu'est-ce que dire, y vous en compris. pensez? Mais Hélène n'est pas Non, économiste. mais c'est pas Hélène, ça, non, mais y compris par rapport à ce que je viens de dire sur la transition écologique, quand même, pour éventuellement, si je ne sais pas, si vous aviez des remarques à faire par rapport à ce que j'ai dit là sur la question du nucléaire, la croissance verte, etc. Je sais que j'imagine que c'est des débats qui traversent, je sais pas, enfin, qui doivent traverser en partie Oxfam, j'imagine, je sais pas, peut-être pas, je sais pas. Hein. Oui, bah alors sur la question du nucléaire, moi je laisserai mes collègues qui travaillent justement sur les énergies qui en parlent mieux que moi et je pense que vous pourrez retrouver un peu. Enfin, voilà, on n'a pas. Je sais pas si on a mis à jour notre position sur le nucléaire sur notre site web. C'est vraiment pas mon domaine, donc je préfère pas m'aventurer sur ce domaine-là. Mais après, par contre, là où je vous rejoins et j'entends très bien, Jean, que je pense qu'il faut conclure, mais là où je vous rejoins, par contre, sur la nécessité d'allier les enjeux sociaux et environnementaux, moi, je pense que c'est très, très vrai. Et que dans l'agriculture, il y a quand même plusieurs moyens de le faire. C'est-à-dire que l'industrialisation de l'agriculture, justement, ne permet pas ça, puisque, voilà, en effet, ça peut vouloir dire des emplois dans la transformation, etc. Mais nous, ce qu'on met en avant surtout, c'est un modèle qui est basé autour des principes d'une agroécologie paysanne qui justement est très fortement demandeuse de main-d'œuvre et qui est plus reterritorialisée avec des circuits courts, justement, ce qui est fortement demandeur de main-d'œuvre et avec voilà, une combinaison vraiment des enjeux sociaux et environnementaux, puisque c'est un outil incroyablement formidable pour l'adaptation au changement climatique et pour justement mitiger les effets du changement climatique. Donc c'est vraiment, quand on parlait de la théorie du donut, en effet, la culture n'y est pas. J'en parlerai dans Oxfam. Mais quand on parlait de cette théorie du donut, quand on voit justement cette bande entre eux qui peut garantir à la fois ce socle social et ne pas dépasser le plafond environnemental, c'est un modèle agricole qui justement permet ça et, voilà, et qui permet à la fois de garantir des revenus décents, l'accès à l'alimentation pour tous et toutes et de ne pas dépasser ce plafond environnemental. Et du coup, pour rebondir directement sur la question sur, en effet, cet accès à l'économie, et alors du coup, je parle
plus du tout en tant qu'Oxfam, mais en tant que moi, citoyenne qui ai fait des études d'économie il y a bien longtemps et pourtant à Sciences Po, donc j'ai quand même eu beaucoup de cours d'économie. En effet, je trouve que peut-être qu'en effet, on n'est pas tous équipés de la même manière pour poursuivre ces enjeux et que c'est en effet risqué parce que c'est des enjeux qui sont très très importants et quand on les maîtrise mal, qui peuvent porter à une fausse interprétation. Et c'est vrai que c'est probablement dommage, mais je ne suis pas ministre de l'Éducation, donc je ne pourrais pas faire grand-chose sur ce sujet. Mais voilà, en tout cas, je laisse Christophe réagir. Voilà, mais du coup, je rejoins totalement ce que vous dites, Jean, sur le Je sujet. vois les internautes, je vois les questions qui peuvent se poser et les notions qui ont été abordées, les auteurs qui ont été abordés, les mots en isme qui sont nombreux, qui s'articulent, qui sont interdépendants et qui demandent finalement une culture générale assez folle. Ce niveau de culture et de maîtrise attendu n'est-il pas un frein à la réforme du système libéral? Oui, enfin, je pense que comment dire, les libéraux. Et vous pouvez me traiter de démago, hein. Non, non, pas du tout, non, non, c'est pas ça, non, c'est pas ça, tout le temps, euh, les libéraux, pour eux, il n'y a pas d'autre politique possible. C'est l'idée de la pensée unique, hein. Il n'y a pas d'autre politique possible, et donc, si vous voulez, ils n'hésitent pas à l'occasion à laisser entendre, effectivement, que l'économie, c'est très compliqué, que ça ne peut pas être laissé dans les mains des citoyens. Voilà, il y a plein de libéraux qui ont regretté le très, très beau débat, souvenez-vous, le très beau débat qu'on a eu en 2005. Hein, on dit qu'on parfois en France, on n'a pas de débat politique. Mais Alors souvenez-vous, 2005, qu'est-ce qu'on a eu comme débat? le traité constitutionnel, il y a Ah eu oui. un fantastique débat. Tout le monde, les partisans du traité comme les opposants, moi je fais partie des opposants, mais on était tous d'accord pour dire que pendant des mois, il y a eu un superbe débat de fond. Y compris à la radio, à la télé, des débats de fond. Partout, dans tous les petits bleds, il y a eu des débats merveilleux. Et un peuple qui s'est réapproprié ça. D'accord? Alors que le traité constitutionnel, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'était pas facile à lire. Et un taux de participation des ouvriers et des employés qui a été record. Vous savez quoi? Les ouvriers et les employés, les classes populaires, ils ont plus voté, ils se sont moins abstenus que les cadres ce week-end-là. Comme quoi, c'est pas dans leur gène de s'abstenir. Il faisait beau ce jour-là, et les cadres, comme toujours, ils avaient les moyens de se payer un petit week-end. Il y en a qui n'ont pas pu rentrer. Vous voyez ce que je veux dire? Le taux de participation a été exceptionnel, en particulier dans les classes populaires. Et on connaît le résultat. 55% de non. C'est clair. Alors que la quasi-totalité de la classe politique était pour le oui. Pas tous, mais enfin, les grands partis étaient pour le oui. Mais je veux dire, pas tous, d'accord? Mais la plupart des grands partis et des médias, au départ, étaient pour le oui. Donc, si vous voulez, l'économie, c'est le rôle un peu des économistes atterrés, hein. Notre job, c'est aussi de faire de l'éducation populaire. D'accord? C'est de rendre l'économie, on essaie accessible. Alors, parfois, on n'y arrive pas, parfois, voilà, chacun ses défauts. Voilà, mais c'est de rendre l'économie accessible, y compris en partant de points de vue concrets. Par exemple, pour rebondir un peu sur ce que disait tout à l'heure Hélène, c'est que, par exemple, quand vous battez pour l'agriculture, une agriculture paysanne, etc., ce qui est très bien, et puis moi, comme économiste, tout de suite, qu'est-ce que je dis? Mais oui, c'est génial, mais attention, dans les débats sur croissance ou pas, eh ben, quand on passe d'1 kilo de carottes industrielles à 1 kilo de carottes bio ou d'agriculture paysanne, etc., ça augmente le PIB. Ça augmente le PIB parce qu'il faut plus de temps de travail. D'accord? Et si on paye le paysan, pas moins quand il est en agriculture paysanne ou bio que quand il est en agriculture industrielle, ce qui a priori va de soi, mais ça augmente le PIB parce qu'il faut plus de temps de travail. Et donc si on paye le paysan non seulement pas moins, mais même éventuellement plus, ben ça augmente le PIB. Donc c'est une bonne illustration, si vous voulez, de ce que j'appelle la croissance verte. C'est qu'effectivement, y compris voilà, il y a besoin effectivement de changer le modèle agricole, comme plein d'autres choses. Voilà, mais voilà, donc c'est ça aussi mais pour répondre à votre question, l'économie, c'est pas si compliqué, d'accord? Voilà, faut pas être démago non plus, hein, c'est comme tout domaine, vous voyez ce que je veux dire, voilà. Mais c'est important que les citoyens se réapproprient, hein, ce domaine-là qui est important dans la vie, hein, pour construire ce que j'appellerais moi une économie républicaine. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'on rassemble ces deux pôles, hein, le pôle de l'économie et le pôle de la politique. Le politique, voilà, qu'on cesse de les opposer, de les séparer complètement. Je pense que c'est une des raisons quand même de notre souffrance. Le sentiment d'être dépossédé, tout simplement. Vous voyez ce que je veux dire? D'être dépossédé d'une... Bon.
Eh ben, on aurait pu finir là-dessus et ce serait pas mal, mais il y a une question à droite de Pascal et il nous reste 2 minutes 30 pour la traiter. C'est un défi. Attention, peut-on imaginer une économie totalement définanciarisée? Ah, ah. Alors, vous n'avez pas 4 heures, vous avez 2 minutes. Non, économie et finance sont souvent mêlées. Est-ce que leur entremêlement est inévitable? Eh bien, merci à Pascal qui a posé cette question. Non, mais moi, je crois. La finance, ça a du bon, hein. La Ouais. finance, ça a du bon. La finance, ça consiste à rendre liquide ce qui ne l'est pas. Vous voyez ce que je veux dire? Regardez. Par exemple, l'État emprunte en ce moment. D'accord? Mais bon, Ouais. alors, c'est essentiellement les banques centrales, mais enfin, bon, peu importe. Sur tous les Mais marchés. Ouais. imaginons que par votre assurance vie, etc., bon, bref, vous avez en fait un portefeuille sans le savoir où vous avez emprunté, vous avez acheté une obligation à 10 ans ou à 20 ans de l'État. D'accord? Vous êtes quelque part engagé depuis 20 ans. Ce que permet la finance, c'est qu'en fait, vous pouvez le revendre le lendemain matin. C'est génial. C'est super. Moi, je ne suis pas contre ça. Vous voyez ce que je veux dire? Mais par contre, je suis pour définanciariser. Ça veut dire que je ne suis pas pour supprimer la finance. Mais il faut arrêter avec cette domination de la finance. D'accord? C'est comme la moitié des transactions à la bourse de Paris, enfin la bourse en général, c'est des transactions faites par des algorithmes à la nanoseconde. Enfin, ça n'a plus aucun sens. Aussi, la logique fondamentale de l'économie fondamentale, c'est la réalité des entreprises, elle n'a aucun sens là-dedans. Et par contre, ça vampirise les entreprises. Les entreprises, non seulement elles distribuent du dividende, mais en plus, elles font du rachat d'actions. C'est hallucinant le rachat d'actions, vous vous rendez compte? Rachat d'actions, vous utilisez vos profits ou même vous empruntez pour acheter vos propres actions qui ont été mises il y a longtemps sur le marché. Ouais. Ça ne vous rapporte rien, l'entreprise. Et vous les déchirez pour faire monter le cours. Vous détruisez du capital. Donc c'est vraiment là, on voit comment la finance, elle joue contre l'industrie. Vous voyez, je fais l'éloge de l'industrie. La finance, elle joue contre l'entreprise, contre l'esprit d'entreprise au sens productif du terme. Donc il faut remettre en cause la domination de la finance. La finance, c'est nécessairement spéculatif quand c'est libéralisé. Voilà. Donc il faut des règles. Il ne faut pas supprimer les bourses, tout ça, mais il faut des règles. Il faut faire de la répression financière. Voilà, il faut être méchant avec les logiques spéculatives. Voilà, on sait faire. On sait faire, parce qu'il y en a qui disent mais c'est plus compliqué maintenant. Mais non, au contraire, maintenant il y a toujours les traces informatiques. C'est plus facile, y compris. On l'a fait sur les denrées alimentaires. Voilà, puis ça, vous luttez contre l'évasion fiscale. On sait que si on voulait vraiment lutter contre l'évasion fiscale, aujourd'hui, ça serait plus simple. D'accord, que du temps où on passait la frontière avec des masses de bifton, je sais pas quoi, etc. Maintenant, il y a des traces informatiques et les États ont la possibilité de suivre, d'accord, de lutter contre l'évasion fiscale, etc. C'est une question de volonté politique. Donc la finance, voilà, il faut réduire son champ. Ce que je veux dire, voilà. D'accord. Ça ne veut pas dire tout fermer, cool. Et cloisonner. Ok. Eh ben, on a compris le juste milieu que vous proposez sur l'entremêlement de ces notions. Merci beaucoup à vous, Hélène, et à vous, Christophe, d'avoir animé ce débat avec moi, finalement. Merci surtout à la mairie, parce qu'on n'a pas remercié au début, on n'a pas eu le temps avec les problèmes techniques, etc. La mairie est là, la ville de Saint-Herblain organise ces cycles de débats. Voilà, merci à la mairie, merci beaucoup. Je ne sais pas, je ne vous connais pas, mais merci d'avoir organisé tout ça, c'est beau, c'est bien, et ça fait plaisir. Voilà, bravo. Voilà. Merci beaucoup. Ben voilà, c'est la fin de ce débat. Merci à vous d'y avoir participé. C'était le dernier de l'année. Le prochain cycle Place Publique, c'est pour l'année prochaine. On vous espère nombreux également. Et voilà, à bientôt Hélène, à bientôt Christophe. À bientôt. Bonsoir à tous. Au revoir, à bientôt. Au revoir.